Faire de l'argent dans le trading, c'est quelque chose qui est complètement normal et tout le monde le fait. Mais à partir d'un petit capital pour faire des milliers d'euros de revenus, comme j'ai l'habitude de le faire, ce n'est pas une question de stratégie. Ça, tout le monde sait que le trading, c'est pas une question de stratégie. Mais c'est une question de quoi? C'est pas non plus la psychologie, mais c'est une question de gestion de risque. En fait, dans le trading, il faut savoir que la règle la plus importante pour durer dans ce game, c'est tout simplement de maîtriser exactement comment on gère son risque. Mais comment faire la gestion de risque? Toutes les personnes que vous suivez vous parlent généralement de risquer 1% de votre compte, 10%, 3%, 4%. Ils vous parlent que de ça, c'est superflu. La gestion de risque, c'est vraiment vaste et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une formation complète qui va vous expliquer exactement les différents modèles de gestion de risque, comment la gestion de risque, ça se passe, les différents aspects, les différents points qui vont autour de la gestion de risque et les choses que vos coachs ne vous disent pas, car pendant qu'ils sont en train de vous dire risque tel pourcent et tel pourcent, eux derrière, ils prennent des petits comptes, ils font du full margin pour pouvoir se faire beaucoup d'argent. Suivez cette formation jusqu'à la fin parce qu'elle va vraiment changer votre perception de la gestion de risque. Que vous soyez trader débutant, amateur, professionnel, intermédiaire, elle va vous apporter une valeur ajoutée complètement énorme. Cette formation, elle est gratuite. Partagez-la à tous vos amis, toutes les personnes que vous connaissez dans le trading parce qu'elle pourrait faire un bien à énormément de personnes. Et donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous portez merveilleusement bien. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette magnifique formation intitulée The Money Management que je vais avoir le plaisir de vous partager aujourd'hui. Cette formation, elle sera bondée de notions et uniquement axée sur la gestion de risque. Donc préparez-vous parce que vous n'êtes vraiment pas prêt pour le nombre de valeurs que je vais vous partager. Et sorti de cette formation, vous allez avoir tellement de valeurs que il sera quasiment ou presque impossible pour vous de cramer votre compte de trading de manière complètement bête et tout. Alors, pour vraiment déjà essayer de contextualiser, cette formation est présentée par PK Market Vision, qui est une académie en ligne d'accompagnement et de suivi des aspirants traders détaillants et des traders indépendants. Vous pouvez avoir nos informations sur www.pkmarketvision.com. Petit disclaimer, toutes les informations qui seront partagées dans cette formation sont seulement à but éducatif. Ça ne représente aucunement des conseils d'investissement direct. Et je vous exhorte vraiment à utiliser à bien toutes les connaissances que vous allez acquérir dans cette formation. Alors déjà, PK Market Vision, on s'est axé sur le coaching depuis un bon moment déjà et on s'est beaucoup spécialisé depuis ces derniers temps sur le suivi de data. Donc je tenais à vous en parler aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on s'est rendu compte avec tous les étudiants qu'on a eu à accompagner ces derniers temps que le suivi de data a drastiquement changé les résultats de toutes les personnes que nous sommes en train d'accompagner. Donc là, ça montre encore une nouvelle fois l'importance de ne pas juste se focaliser sur les stratégies de trading comme la majorité des personnes le font, mais il y a beaucoup de choses qui vont vraiment rentrer en jeu, surtout déjà à commencer par l'étude de data. Et nous sommes beaucoup spécialisés dans ça, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on accompagne, on essaye vraiment de faire l'étude de data avec eux, de vérifier leur journal de trading, leur gestion de finances, de vérifier vraiment tout plein d'aspects pour pouvoir faire un suivi vraiment calibré et voir comment est-ce que ils évoluent. On a vu que les résultats explosent. Vous allez avoir pas mal d'avis et vous pouvez effectivement voir toutes nos informations sur le site web de PK Market Vision. Alors ici, je m'appelle Emmanuel Krajak. Pour ceux qui ne savent pas, je suis trader depuis 2017, mais officiellement trader vraiment proprement dit. Voilà, donc à partir de 2019, c'est en ce moment-là que j'ai commencé par être rentable sur le marché. Sinon, je suis sur le marché financier depuis 2017 déjà, de style, voilà, trader classique comme tout le monde. Ici, il faut savoir que j'ai travaillé et que je me suis beaucoup spécialisé sur les indices synthétiques, sur le Forex et au prime abord sur les options binaires que j'ai littéralement délaissé pour me focaliser uniquement dans les indices synthétiques et le forex qui sont des styles de trading qui sont beaucoup plus lucratifs pour moi. Mais vous en faites pas, cette formation elle est adaptée à tous les styles de traders plutôt. Voilà, que ce soit des traders crypto, etc. et tout ça. Et on a travaillé aussi avec beaucoup de profirmes, donc que ce soit notamment pour aider et accompagner des personnes à passer des challenges profirmes, que ce soit avec des bots HTF ou que ce soit en fait de manière manuelle. J'ai beaucoup d'expérience concernant les profils et tout ça et je me spécialise beaucoup dans la gestion des petits comptes de trading, notamment avec des petits challenges que j'ai l'habitude de partager sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir et on a récemment créé aussi une chaîne PK sur laquelle on veut partager aussi pas mal de valeurs, donc n'hésitez pas à aller checker, que ce soit sur Instagram, TikTok et tout ça. Vous pouvez me retrouver sur tous les différents réseaux sociaux. Alors déjà, il faut contextualiser quelque chose de très important, c'est pourquoi cette formation existe. Cette formation existe tout simplement parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes en fait
comme nous-mêmes on en fait partie, c'est que quand on se lance dans le trading, on est tous focalisés sur la stratégie de trading. Tout le monde cherche des tonnes de stratégies, mais tout le monde finit par se rendre compte que, en fait, c'est pas vraiment la stratégie la pierre angulaire de la rentabilité. La pierre angulaire de la rentabilité, c'est la gestion de risque. Et sans la maîtrise de la gestion de risque, il est quasiment impossible de rester sur le long terme. C'est-à-dire vous allez gagner de l'argent, oui, mais vous n'allez jamais durer sur le long terme. Et ce sont des détails qui ont permis en fait à des personnes, que ce soit des personnes qui ont des gestions de risques agressives ou des gestions de risques un peu moins agressives, en fait, de pouvoir perdurer dans le temps dans ce milieu-là. Et donc dans cette formation, on va vraiment rentrer dans toutes les stratégies de gestion de risque possibles. Vous n'aurez jamais vu une formation aussi complète. Pour qui cette formation elle est faite? Cette formation The Money Management s'adresse à ceux qui veulent passer du statut de trader chanceux à celui de trader structuré et durable. Il faut ici savoir que comprendre comment protéger votre capital, c'est vraiment le but de cette formation, de l'entièreté de cette formation. Et là, on va tout simplement dire qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation? Vous allez apprendre vraiment énormément de choses, mais si on doit regrouper, vous allez apprendre ici les modèles réels de gestion de risque utilisés par les pros, par les fonds, et comment calibrer votre lot size ou votre risque selon le marché que vous tradez, que ce soit sur les indices, le forex, les métaux, les crypto-monnaies et tout ça. Voilà. Et c'est quoi notre intention? Donc l'intention de PK ici, c'est de ne pas tout simplement faire un simple cours de trading, mais de faire en fait une rééducation financière gratuitement, comment dirais-je, ou voilà, que ce soit gratuitement ou pas. C'est vraiment en fait de nous concentrer aujourd'hui sur la rééducation financière de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le trading. Parce qu'il y en a un peu marre au bout d'un moment de voir tout le monde se focaliser sur les stratégies, mais qui ne perdent pas dans le temps. Donc on a vraiment décidé de vraiment nous refocaliser sur ça, sur cette rééducation financière de toutes les personnes qui vont pouvoir suivre cette formation jusqu'à la fin. Et l'objectif ici, ce sera qu'à la fin de cette formation, vous sachiez exactement combien vous risquez, quand est-ce qu'il faut réduire votre exposition et comment faire accroître votre compte sans bien sûr détruire votre capital bêtement. Alors je vous souhaite bienvenue dans The Money Management présenté par PK Market Vision. Et si vous aimez cette formation, vous n'oublierez pas de nous laisser un avis sur Trustpilot, ou si vous suivez ça peut-être sur YouTube, de laisser un commentaire, que ce soit sur System.io, de laisser votre avis et tout ça. Ça fait plaisir et ça encourage vraiment pour continuer à vous partager autant de valeur. Donc si c'est prêt, et si vous êtes prêt, et que si vous êtes bien concentré, préparé avec votre bloc-notes et tout ça, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et passer directement au prochain module dans la prochaine vidéo. Alors, nous nous retrouvons dans le premier module de la formation et ici on va parler du risk management. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va voir dans ce module rapidement sans perdre le temps? On va aller direct dans le vif du sujet. C'est qu'on va déjà essayer de comprendre toutes les composantes du risque, donc que ce soit le risque absolu, le risque relatif, le risque global. Et on va essayer ici de savoir comment mesurer et exprimer le risque en pourcentage et non en argent, parce que c'est quelque chose que les professionnels font, c'est très important. Ici, on va apprendre aussi les notions de ratio, expectancy, drawdown, facteur de récupération, etc. Et on va pouvoir être capable à la fin de ce module-là de pouvoir quantifier la solidité d'un système de trading. Voilà, donc au programme, il y a pas mal de choses qu'on va voir, les fondations du risque, le ratio, l'expérience, le gain, le seuil de drawdown, etc. et tout ça. Donc comme je l'ai déjà dit, on va directement droit au but. Première des choses qu'on va essayer de voir, ce sont les fondations du risque. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand on dit risk management, c'est tout simplement le fait d'organiser la survie de son compte de trading. Donc, money management, c'est pas quelque chose à banaliser. Money management, c'est la survie du compte de trading. C'est tout ce qu'il faut retenir ça. Et quand on parle de risk management, ce n'est pas simplement le fait de protéger son argent, mais tout simplement de structurer l'exposition de votre compte pour survivre au hasard. Donc, pour ne pas tomber dans du hasard, en fait. Voilà. Le risk management permet de fixer la perte maximale par trade, par série et la réaction statistique du capital. Donc, on va pouvoir suivre chronologiquement comment notre compte évolue lorsqu'on fait clairement et correctement une bonne gestion de risque. Voilà. On dit qu'une stratégie moyenne avec une gestion de risque rigoureuse reste vivante et perfectible. Voilà, donc là, on va comprendre que l'enjeu de maîtriser le risque management, c'est quelque chose qui est très important. Mais entrons directement dans les points les plus importants. En fait, il faut savoir ici que il y a trois différents types de risques. Donc, premièrement, on a le risque absolu. Donc, quand on parle de risque absolu, c'est tout simplement le montant que vous allez perdre en dollars. Donc, imaginez que vous prenez une position et que vous risquez $50 sur cette position. Dans ces $50, vous voulez perdre. $50, c'est tout simplement votre risque absolu. Ok, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, on a le risque relatif. Le risque relatif, c'est le calcul du risque en
absolu sous forme de pourcentage. Donc, imaginons que vous avez un capital de 10 dollars, de 100 dollars plutôt au total, et vous voulez risquer dedans 10 dollars. Si vous risquez 10 dollars dans 100 dollars, ce qui veut tout simplement dire que votre risque relatif est de 10%. C'est tout. Donc, vous risquez 10% de votre compte. Ok? Alors que votre risque absolu est de 10 dollars. Donc, risque absolu, 10 dollars. Risque relatif, 10%. C'est ce qu'il faut retenir. Le risque global, c'est quoi? Imaginons que vous prenez plusieurs positions. Donc, si vous ouvrez, par exemple, 5 trades, et sur chaque trade, comme ça, dans votre compte, chaque trade, vous risquez 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar et 1 dollar. Sur la totalité des trades, vous risquez alors 5 dollars. Dans un capital de 100 dollars, cela constitue tout simplement, bon, le risque global, c'est effectivement la somme des positions en pourcentage. Cela voudrait dire que sur la totalité des positions, vous risquez 5 dollars, ce qui représente tout simplement 5% de votre compte. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir et c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant à savoir. Et ici, l'un des autres points, excusez-moi, qu'il faut retenir ici pour généraliser un tout petit peu, c'est que le trader doit apprendre à raisonner en risque relatif. Donc, vous avez 3 types de risques qu'il faut connaître, mais le risque le plus important ici, c'est de maîtriser comment retenir son risque relatif, c'est tout. Donc, si vous risquez 10% de votre compte, ou que vous risquez 10 dollars, ou que vous risquez 20 dollars, 30 dollars et tout, le plus important ici n'est pas l'argent en fait en lui-même. Vous devez apprendre déjà à commencer à quantifier ce que vous perdez en pourcentage. Donc, vous devez évaluer le risque relatif. C'est ça qui est le plus important. Donc, du coup, ici, on va voir maintenant tout ce qui concerne le ratio, l'expérience et les gains et tout ça. Le ratio, ok, qu'on appelle encore risk-reward ou encore ratio-risque, ça revient toujours dans le trading. Un ratio n'a de sens qu'associé au taux de réussite. Ça, on va le comprendre tout à l'heure. Mais essayons déjà de comprendre c'est quoi un ratio. Le ratio, c'est très simple à comprendre. Hein. Imaginez que vous risquez 1 dollar. Pour gagner 3 dollars, celui-là vous dit que vous avez un ratio de 1 pour 3. Ça, tout le monde le sait, mais imaginons que vous ne le savez pas, je suis obligé de l'expliquer. Donc, du coup, un ratio, c'est quoi? Vous risquez 10 dollars sur votre compte et vous allez gagner potentiellement 30 dollars. Donc, vous venez de risquer 10 dollars pour gagner 3 fois 10 dollars. Parce que 30 dollars, c'est 3 fois 10 dollars. Donc, je viens d'avoir un ratio de 1 pour 3. On met toujours au niveau de la partie gauche du ratio le risque et on met toujours au niveau de la partie droite le profit potentiel. Cela vous dit qu'il y a des ratios positifs et des ratios négatifs. Le ratio négatif, c'est lorsque, ici, au niveau du risque, le risque est beaucoup plus élevé que la possibilité de gain. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui vont risquer 100 dollars dans une opportunité sur le marché financier pour juste gagner 50 dollars. Cela voudrait dire qu'ils risquent 2 fois pour gagner seulement une seule fois. Donc, ils risquent 2 fois le gain potentiels qui vont se faire. Donc là, ça devient un ratio de 2 pour 1. Alors que à l'inverse, si quelqu'un risque 50 dollars pour gagner 100 dollars, cela voudrait tout simplement dire que là, il a un ratio de 1 pour 2 parce qu'il risque une fois pour gagner 2 fois la taille de son risque. Tout simplement. Donc c'est ça en fait le ratio. Maintenant, on a différents types de comparaisons ici qu'il faut essayer de comprendre. Et avant d'expliquer ça, on va revenir à cette phrase-là que j'ai eu à prononcer tout à l'heure. Je disais, un ratio n'a de sens qu'associé au taux de réussite. Donc, votre ratio doit être associé à votre taux de réussite. Et le taux de réussite, c'est ce qu'on va appeler ici communément dans le trading le win rate. Le win rate, c'est quoi? C'est proportionnellement le pourcentage de profit que vous avez de manière générale sur une série de trades. Imaginons que vous prenez 10 trades. Si sur 10 trades que vous avez l'habitude de prendre, vous gagnez 8 et vous en perdez 2, vous avez alors un win rate de 80%. Cela vous dit que vous gagnez 80% de vos trades. Donc sur 10 trades, je gagne 8. Cela vous dit que j'ai 80% de win rate. Le win rate, c'est juste le pourcentage de profit que vous faites sur une série consécutive de trades. Voilà, ou sur une série globale de trades. Si vous avez par exemple, vous prenez 10 trades et que vous gagnez seulement 2 trades et vous perdez 8, cela vous dit que votre win rate ici tout simplement est de 20%. Voilà. Si vous prenez 10 trades et dans les 10 trades vous ne gagnez que 5 trades au total et vous perdez 5, cela vous dit que votre win rate est de 50%. Donc vous gagnez 50% de vos trades. En fait, le ratio et le win rate sont reliés ensemble. Ok? Cela veut dire quoi? Quelque chose, une étude qui est très intéressante ici, c'est de reconnaître que ici, nous avons 3 cas d'exemple de traders. On a le trader A, le B et le C. Et dans le premier cas, le trader qui fait 80% de win rate, ok, généralement, potentiellement, il lui faut un risk reward de 1 pour 0,5.
généralement, un trader qui fait 80% de win rate, il lui faut généralement 1 pour 0,5 de ratio par trade pour pouvoir être rentable. Et là, pour cette simulation, on a dû prendre un cas d'exemple. On prend donc tout simplement l'exemple pour que vous soyez un peu plus dans le bain. On prend l'exemple de ces 3 traders-là. Chacun de ces traders investit $100 par trade. Bon, ok. Si le premier trader, il gagne sur 10 trades, si sur 10 trades, il gagne 8 trades, il aura juste besoin d'avoir un ratio de 1 pour 0,5 pour être rentable. Parce que s'il a un ratio de 1 pour 0,5, cela voudrait dire que s'il risque $100 par trade, il gagnera seulement $50 par trade. Une seconde. Voilà. Donc, si il risque $100 pour gagner $50, cela voudrait dire que là, nous avons soit un ratio de 2 pour 1, soit un ratio de 1 pour 0,5. Dans tous les cas, il gagne la moitié de ce qu'il risque. Ça, c'est éventuellement ça. Donc, s'il gagne 8 trades, par exemple, il aura gagné 8 trades de $50. 8 trades de $50 correspondent seulement à $400 de profit. Il aura perdu 2 trades de $100. S'il perd 2 trades de $100 parce qu'il gagne 8 trades sur 10, donc il perd 2 trades de $100 qui est sa mise initiale. Donc, il aura perdu au total $200 pour un bénéfice total de $400. Ce qui veut dire qu'il sort sur 10 trades, il finit quand même en profit. Il finit avec un profit de $200 de profit. Vous voyez un tout petit peu. Maintenant, un trader qui généralement a 50% de win rate, l'expérience a montré qu'il lui faut juste un ratio de 1 pour 2 par trade pour être rentable. S'il fait un ratio de 1 pour 2, généralement, il va sortir en profit. Et un trader qui a un win rate de 30%, donc c'est-à-dire que si sur 10 trades, si vous avez l'habitude que sur 10 trades, vous en gagnez que 3, il vous faudra tout simplement le fait d'avoir un ratio de 1 pour 4 par trade pour être vraiment rentable. Voilà un tout petit peu. Donc, un trader par exemple, donc là pour pouvoir vous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, si on prend le dernier cas de figure là par exemple, ok, on a le trader qui risque $100 par trade. Et s'il risque $100 par trade, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que avec son ratio de 1 pour 4, il va gagner 4 fois la somme qu'il risque. Donc, il va gagner $400 par trade. $400 par trade, c'est ce qu'il gagne s'il fait un TP. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il a un taux de réussite, donc un win rate de 30%. S'il a un win rate de 30%, ça veut dire que sur 10 trades, il n'en gagne que 3. Donc, il aura gagné $400 fois 3. Et là, cela lui fera tout simplement $1200 de profit. Et malheureusement, il perd 7 trades. Parce qu'il a un win rate de 30%. Donc ça veut dire qu'il fait 7 pertes. Donc il va perdre $100 7 fois. $100 7 fois, ce qui fait $700. Et quand on calcule, on se finit par se rendre compte que malgré 7 pertes sur 3 gains, il finit quand même rentable. Il fait $500 de profit. Donc le ratio, en fait, là, ça prend tout son sens. On dit que le ratio est toujours associé au taux de réussite de la personne. Donc, vous devez prêter attention à votre win rate pour pouvoir bien définir votre ratio. Et aussi, effectivement, ça va dépendre aussi de votre stratégie et tout ça. On va évoluer ici. On va découvrir maintenant une petite formule mathématique que les professionnels ont l'habitude d'utiliser, que ce soit dans l'algorithmique et autres, pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle le expectancy. Donc, l'expérience mathématique, encore appelé le expectancy, c'est tout simplement une formule qui nous permet de calculer la rentabilité du trader de manière purement mathématique. On dit que le expectancy, c'est tout simplement le taux de gain du trader multiplié par le gain moyen, moins le taux de perte multiplié par la perte moyenne. Et on a un exemple ici, par exemple, on dit que si le win rate du trader est de 40%, le gain moyen est de 2R et la perte moyenne est de 1R. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a un win rate de 40% et qu'il prend un ratio de 1 pour 2, parce qu'on a dit gain moyen 2R, perte moyenne 1R, le expectancy fera tout simplement 0,4 fois 2 moins 0,6 fois 1 égale à 0,8 moins 0,6 moins, ce qui fait tout simplement une expérience de gain de 0,2R. Et si vous voyez, on avait déjà expliqué ça en fait dans les diapos suivants. Voilà. Donc on dit que chaque trade vaut statistiquement une plus-value de 0,2R. Même avec une faible précision, c'est-à-dire que même avec un ratio qui est bas ou avec un win rate qui est bas, le système imprime quand même du profit. Et vous allez comprendre ça un peu plus en détail dans le cas réel que je vais vous avancer ici pour que vous puissiez bien comprendre et tout.
on a un trader ici, par exemple, et tout, qui prend 100 trades. Ok, si on prend un trader, lui, il est là, il prend au total 100 trades, que ce soit un trader ou un robot. Un robot ou un trader qui prennent 100 trades. Et sur chaque trade, il risque 1% du compte par trade. Donc, il a 100 dollars. Si la personne a 100 dollars, par exemple, et que la personne risque 1% sur chaque trade. Donc, sur chaque trade, il va risquer seulement 1 dollar. Et il prend 100 trades avec un capital de 100 dollars. Maintenant, par trade, il a un ratio de 1 pour 2. Donc, c'est-à-dire que je risque 1 dollar pour gagner 2. C'est tout. Hein. Genre, je risque 1 dollar pour gagner 2 et je prends 100 positions. Et qu'au final, je me retrouve avec un win rate de 45%. Cela va tout simplement me donner une expérience de plus-value qui va correspondre à une plus-value de 0,35 R ou de 0,35 R. Cela voudrait dire que si on fait bien les calculs, au final, quand même, je vais sortir avec un profit de 35% de plus-value. Donc, c'est-à-dire qu'un trader qui a, qui prend 100 trades et qui risque 1% par trade sur son compte, avec un ratio de 1 pour 2 et un win rate de 45%, il finit quand même en profit. Donc, c'est très important, en fait, de pouvoir maîtriser, en fait, le expectancy parce que ça permet, en fait, de pouvoir déterminer déjà d'avance, ok, l'expérience de profit, en fait, sur un système de trading, sur un robot de trading ou bien sur au niveau de la performance d'un trader normal. Alors, ici, on va parler rapidement du seuil du drawdown. Donc, c'est quoi le drawdown ou encore des limites de seuil et tout ça. Avant de rentrer dans le vif du drawdown, on va essayer d'étudier, un conseil que les professionnels ont l'habitude de donner. Les professionnels disent souvent qu'un scalper, on dit qu'un scalper devrait risquer entre 0,5 à entre 0,25 plutôt à 0,5% de leur compte par position qu'ils ouvrent. Alors que les day traders peuvent risquer de 0,5 à 1% par trade. Et les swing traders peuvent risquer de 1% à 2%. Alors que ici à PK, moi généralement je conseille de ne pas risquer plus de 3% de son compte par trade. Je dis bien par trade, par position. Ok, mais ça, effectivement, ce conseil-là, c'est à partir d'un capital de 5 000 dollars. Voilà. Sinon, soyons raisonnables avec nous, hein, même avec un capital de 100 dollars, je ne vois pas vraiment si tu vas risquer 3% sur ton compte de 100 dollars. Ça va vraiment prendre du temps avant que tu puisses toucher une vraie rentabilité. Donc, pour des petits comptes, ça fonctionne différemment. Ok, mais pour des grands comptes, il faut être un peu raisonnable. On peut vraiment rester dans cette marge-là. Ici, je ne vais pas vous demander de vous focaliser sur les pourcentages, mais je vais vous demander de vous focaliser sur quelque chose. Pourquoi le risque dépend du style de trading de la personne? C'est ça qu'il faut voir ici. Si vous êtes scalper, cela voudrait dire que vous avez des positions que vous prenez régulièrement. Au bout d'une semaine ou au bout d'une journée, vous pouvez vous retrouver à prendre plusieurs positions. Le scalper, dans une semaine, il peut prendre jusqu'à 50 positions, par exemple. C'est un exemple. Il peut prendre jusqu'à 20 positions. Alors que le day trader, lui, dans une semaine, il va peut-être voir 5 opportunités au grand maximum. Et le swing trader, en une semaine, peut-être même il ne va voir que 2 ou il va avoir une seule position. Le scalper, alors, doit diminuer le risque qu'il prend par trade. Parce que s'il augmente trop le risque qu'il prend par trade, il risque de très vite cramer son compte. C'est un peu ça. Donc, quand je vois des personnes qui font des comparaisons entre swing trader et scalper, on va dire par exemple que ok, le scalper il a 200 dollars de capital, le swing trader il a 200 dollars de capital, les deux ils vont mettre 50 dollars par trade. Bon, je vais pas dire 50 dollars, c'est un peu abusé, je vais mettre 20 dollars par trade. Voilà, les deux veulent mettre 20 dollars par trade, ça n'a pas de sens. Parce que le scalper, lui, il aura beaucoup plus de positions et le swinger, il aura beaucoup moins de positions à prendre. Donc les deux ne peuvent pas risquer les mêmes choses sur leur compte. Parce que lui, là, il aura énormément de positions à prendre. Et s'il se permet de risquer énormément de sous sur son capital, ça veut dire qu'au bout de 3 jours, si par exemple, il traverse une mauvaise période sur le marché, il va vite cramer son compte. Alors que le swing trader, il a largement le temps de faire des erreurs, de se poser sur son compte et d'attendre les meilleures opportunités sur le marché ou d'attendre des opportunités qui vont se présenter peut-être une seule fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc là, il peut prendre des risques qui sont un peu plus élevés. Vous voyez un tout petit peu. Alors que le scalper, vu qu'il est soumis à une pression, il prend beaucoup de positions, il doit diminuer son risque. C'est quelque chose qui est très important. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour essayer de comprendre c'est quoi le drawdown. Drawdown, c'est une expression qui est beaucoup utilisée par les profs qui va permettre en fait de poser des limites à ne pas franchir, des seuils de perte, ok, à ne pas franchir. Le drawdown ici, c'est quoi? On a dit que c'est la différence entre le capital le plus haut
et le capital actuel. Le capital le plus haut, c'est quoi? C'est le capital initial du trader. Imaginons que vous avez commencé à trader avec 100 dollars. Si vous avez commencé avec 100 dollars, c'est le capital le plus haut avec lequel vous avez commencé à trader peut-être cette semaine. C'est encore appelé le capital pic. OK? Le capital actuel, c'est, imaginons que vous avez tradé jusqu'à la fin de la semaine, votre compte se retrouve à 80 dollars, par exemple. Donc, vous avez fait une perte. Pour comprendre ou connaître votre drawdown, on va faire le capital pic moins le capital actuel. Donc, je fais 100 dollars moins 80 dollars, ça va faire 20 dollars restants, qu'on va diviser par 100. Donc, on pose l'équation comme ça. On va faire 100 moins 80, le tout divisé par 100. Et on verra qu'il va nous rester 20%. Tout simplement. Donc, on voit que, par exemple, dans cet exemple de cas de figure, nous avons atteint un drawdown de 20%. Donc, j'ai atteint un seuil critique de perte de 20%. OK? Ici, on a dit que si on prend un cas d'exemple, avec un compte de 12 000 dollars qui redescend à 10 800 dollars, on aura atteint un drawdown de 10%. Voilà, parce qu'on a commencé initialement avec 12 000, OK? Qu'on a passé à 10 800. Donc, on va diviser le tout par 12 000. On verra qu'on sera à un drawdown de 10%. Voilà un tout petit peu. Donc, le drawdown, c'est la limite de perte à ne pas atteindre. Au niveau des profils, il y a des drawdowns journaliers qui sont imposés aux traders pour mieux le discipliner. Donc, vous pouvez avoir un drawdown journalier, donc une limite de perte maximale à ne pas atteindre par jour. Et un drawdown mensuel, donc une limite de perte peut-être mensuelle ou une limite de perte générale à ne pas dépasser. On a un seuil de critique qui est ici. Le seuil de critique demande à ce que pour les débutants, vous ne devez pas dépasser un drawdown de 10%. Pour les intermédiaires, vous ne devez pas dépasser un drawdown de 15%. Et pour les professionnels, il ne faut pas dépasser un drawdown de 20 à 25%. Pourquoi? En fait, c'est très important ici de retenir ça. C'est-à-dire que au-delà, le facteur de récupération devient explosif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous atteignez vite votre drawdown, plus il sera compliqué de remonter la pente. Imaginez-vous un trader qui a 100 dollars et dès le premier jour, il perd 50%. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va faire des bêtises parce qu'il ne lui reste que 50 dollars sur son compte. Donc, le reste du compte, il va faire des bêtises avec. C'est là que vous allez voir des personnes qui vont risquer gros sur leur compte. Ils vont perdre une très grosse somme au début et après le reste, ils font du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le drawdown a atteint un seuil tellement critique que le facteur de récupération devient explosif. Donc, plus votre drawdown est grand, plus c'est compliqué de remonter la pente. Donc, vous devez privilégier le fait de ne pas diminuer à un certain taux de drawdown. Parce que plus votre capital va rentrer en moins, plus vous êtes susceptible de faire des bêtises sur le marché. Et là, on va avoir quelque chose qui va contrer le drawdown et qui va beaucoup nous aider ici. C'est ce qu'on va appeler le recovery factor. Le recovery factor, c'est la mesure de la robustesse. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est le recovery factor, c'est l'inverse du drawdown. C'est plutôt l'addition qu'on a eu par rapport à notre compte. OK? C'est-à-dire quoi? Recovery factor égale à gain total divisé par le drawdown maximum. Imaginons que moi j'ai 100 dollars sur mon compte. 100 dollars, je sais que je ne dois pas atteindre un drawdown de 10%. Donc je ne dois pas perdre 10% sur ce compte-là. Qu'importe ce que je fais. Mais dès mes premiers trades, tout se passe bien. Et là, je fais peut-être 40 dollars. Si je fais 40 dollars, ça veut dire quoi? 40 dollars ici correspondent à combien? Au niveau de mon compte, ça correspond à 40%. J'ai fait 40% de plus-value. Le recovery factor ici, ça sera les 40% que j'ai fait divisé par les 10%. OK? Et cela voudrait tout simplement dire que j'ai un recovery factor de 4. Donc, mon recovery factor est de 4. Ça veut dire quoi? Je viens de faire 4 fois en plus mon drawdown. Là, je suis posé. Je suis reposé sur mon compte maintenant. Parce que mon recovery factor, il est énorme. Imaginons que j'ai un compte de 200 dollars. Je commence avec 200 dollars. Dès les premiers jours, je me fais peut-être une plus-value de 60% ou je me fais une plus-value de 200%. Donc, c'est-à-dire que là, mon compte, il est comment dire, littéralement, il est à 600 dollars. OK? Là, il est à 600 dollars. Alors que à la base, je ne voulais même pas dépasser peut-être un drawdown de 20%. Vous voyez que le recovery factor ici, il est énorme. Le trader à ce niveau-là, il est beaucoup plus posé. Vous voyez un tout petit peu. On dit qu'un recovery factor qui est déjà supérieur à 2 indique déjà une bonne robustesse. Donc, si vous avez un recovery factor qui est déjà supérieur à 2, c'est déjà bon. Et là, dans notre exemple de cas ici, notre recovery factor, il est supérieur à 4. Donc, il est excellent.
Le but ici pour vous, c'est vraiment d'élever le recovery factor dès le début. Donc, dès le début, quand vous rechargez votre compte, vous devez faire très attention, chercher les meilleures opportunités. Faites tout pour hausser le recovery factor. Ça vous permet tout simplement d'avoir une bonne base pour ne pas tomber dans le drawdown. Alors, bienvenue dans ce deuxième module de la formation. On se retrouve ici et on va parler de choses super intéressantes parce que dans cette vidéo ou dans ce module-là, on va étudier tous les différents modèles et les styles de money management qui puissent voilà, être utilisés par un trader IT. Voilà, donc vous allez vraiment comprendre dans ce module toutes les méthodes reconnues de gestion de capital, savoir quelle méthode correspond ou quel modèle tout simplement correspond à votre style de trading et à votre psychologie. Parce que oui, effectivement, quand par exemple vous entendez quelqu'un qui a fait sa stratégie, comme par exemple nous, APK, notre stratégie, c'est une stratégie qui a un ratio standard de 1 pour 3. En fait, la stratégie va avec le modèle de gestion de risque qu'on va utiliser ici, qui va nous permettre d'avoir comment dirais-je, un ratio de 1 pour 3, va en fonction de la stratégie et va en fonction de la psychologie qui suit avec. Donc en fait, on ne prend pas juste un modèle de gestion de risque comme ça et on l'adopte directement. Non, ça va en fonction de la stratégie, en fonction du style de trading et en fonction de la psychologie aussi. Donc vous allez essayer de comprendre un peu la nuance et ça va vous permettre vraiment de bien vous ordonner et vous serez capable de choisir et de calibrer votre système de gestion de risque selon votre stratégie, que ce soit une stratégie scalping, swing, algo, grid, etc. Sera à vous de voir. Alors, sans plus tarder, ça c'est les différents points qu'on aura à partager, mais je vais directement sur les modèles simples. Alors, le premier modèle de gestion de risque, c'est le modèle que tout le monde connaît, c'est ce qu'on va appeler le fixed low, ou tout simplement le modèle de volume constant. Alors, ici, c'est un modèle qui est très simple, c'est que le trader, il va mettre la même somme sur chaque position. Imaginons que vous avez $100 de capital. J'aime toujours dire $100 de capital pour un début. Voilà. Vous mettez $10 par trade. Qu'importe le niveau de votre capital, vous mettez seulement $10 par trade. $10, $10, $10, $10 par trade. Cela constitue 10% de votre compte. Voilà. Tout simplement. Donc, on dit ici le modèle de base pour tester la stabilité d'une stratégie. Donc, si vous avez une stratégie que vous voulez tester sa stabilité, c'est un très bon modèle. Donc, adoptez juste un montant fixe que vous mettez. Là, ça va vous permettre vraiment de voir la performance de la stratégie sans pour autant, vous compliquer la vie. Avec le fixed low, vous tradez toujours la même taille de position. Donc ça a été dit. Cela rend le risque absolu constant, mais il fait varier le risque relatif. Si vous vous rappelez, dans le précédent module, on a parlé des différents types de risques. On a parlé du risque absolu, dans le risque absolu, et on a parlé du risque relatif. Le risque absolu, c'est la somme que vous risquez sur la position. Donc notre risque absolu ici, c'est $10 par trade, alors que le risque constant, les $10 représentent 10%. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure que votre compte va évoluer, le risque relatif va beaucoup varier. Alors que le risque absolu, lui, va rester fixe. Donc, vous mettez $10 par trade. Alors que pendant ce temps, le risque relatif, lui, il va vraiment osciller. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que plus votre compte va prendre de la valeur, plus le risque relatif va baisser. Et plus votre compte va baisser de valeur, plus le risque relatif va augmenter. Je vous donne un exemple simple. Si vous avez, par exemple, $100 et que vous risquez $10 par trade, au niveau du risque relatif, $10 correspond à 10%. Maintenant, imaginons que vous prenez une position avec $10, ce qui représente 10%, et que vous faites une plus-value de 20%. Donc, vous avez un ratio de 1 pour 2. Donc, ce qui veut dire que vous gagnez 20%. Ici, vous avez risqué 10%, vous avez gagné 2 fois, donc vous avez gagné 20%, ce qui correspond à un gain de $20. Donc, ce qui veut dire que là, votre compte de $100 va passer à $120, tout simplement. Ici, si vous remettez encore $10 sur le prochain trade, les $10 qui correspondent à $10 de risque absolu ne vont plus être 10% de risque relatif, parce que $10 dans $120 maintenant, on est autour de 8, et quelques %. Donc là, ce n'est plus 10% que vous risquez, mais 8, et quelques %. Donc si, par exemple, vous avez un money management qui est un peu progressif, là, ce n'est pas du tout, c'est pas adapté à un style de gestion de risque qui est progressif, parce que plus votre compte va prendre de la valeur, plus le risque relatif va baisser et plus votre compte va diminuer de la valeur. Donc imaginons que le premier trade, par exemple, vous perdez. Si vous perdez le premier trade, votre compte sera à $90. Et si vous risquez encore $10 dans $90, vous n'êtes plus en train de risquer 10%. Parce que $10 dans $90, ce n'est pas 10%. C'est beaucoup plus que 10%. Donc, plus le compte il baisse, plus le risque relatif commence à devenir colossal. Donc, ça, il faut prendre connaissance de ça.
Alors que ça a bien des avantages. Hein. C'est un modèle de gestion de risque qui est très simple à mettre en place et tout. Voilà, c'est idéal et ça permet de ne pas se compliquer la vie. On va voir le deuxième modèle de gestion de risque qu'on appelle tout simplement le Fixed Fractional ou encore le risque en pourcentage fixe. Alors ici, c'est que vous risquez le même pourcentage par trade. Voilà, donc à l'inverse comment dire, du précédent modèle où on va rester dans un risque absolu fixe, ici plutôt on va rester dans un risque relatif fixe. C'est-à-dire quoi? Chaque fois je risque 2% de mon capital, point. Si mon capital augmente, ça descend, on s'en fout. Nous, on va risquer toujours 2% de mon capital. Ou soit, je vais risquer 10% de mon capital. Donc là, on va beaucoup plus se focaliser sur plutôt, comment dirais-je, la taille du compte ou la taille du montant en fonction du capital ou en fonction du pourcentage. Le bon côté avec ce style de gestion de risque, c'est que, bon, déjà, il y a une formule pour ça, hein, mais franchement, vous avez déjà compris le concept, donc on va pas perdre le temps encore sur le niveau de la formule, mais si vous voulez, peut-être dans le domaine algorithmique, il y a une formule pour ça un peu. Et ici, en fait, on va parler des avantages, c'est que c'est vraiment un modèle qui est adapté à tout style de trading. Donc, vous savez, scalper, swinger, je sais pas, trader, bref, qu'importe votre style, c'est un modèle qui est très convenable, qui est très recommandé par des professionnels aussi. Le risque est toujours proportionnel au capital, donc ça veut dire que plus le capital va augmenter, on va exposer littéralement le même pourcentage au niveau du compte, et c'est très très bien. Et ensuite, la croissance exponentielle, elle est vraiment naturelle. Mais en fait, il y a un risque, c'est que plus votre capital va prendre de la valeur, plus vous allez risquer plus d'argent en termes de risque absolu. Donc ça peut agir psychologiquement aussi et peut, comment dirais-je, peut-être un peu stressé, c'est tout. Mais sinon, pratiquement, c'est un très bon modèle. Maintenant, on va venir sur les modèles de croissance accélérée. Ok, donc les différents styles de gestion accélérés. On va venir maintenant sur le compounding. Le compounding qui est un style de money management que j'aime beaucoup. Et c'est quoi le compounding? C'est tout simplement les intérêts composés. On appelle ça le fait de réinvestir systématiquement, que ce soit son profit ou que ce soit le capital. Voilà. Donc, pour une croissance explosive, à condition d'un hedge stable et d'un drawdown qui est maîtrisé. C'est très important. Ici, par exemple, on va prendre un exemple. Hein, comment dirais-je? Une seconde. De la petite remarque déjà qu'on aura à faire, c'est que ici, déjà, je vais vous expliquer clairement pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, imaginons que le trader, il commence avec un capital de 1000 $, ok? Et que lui, normalement, à la base, il s'était fixé pour objectif, par exemple, de risquer un certain pourcentage et tout, et que peut-être il fait une plus-value de 10%. Donc là, imaginons, vous faites juste un bénéfice de 10% sur un compte de 1000 $. Donc là, ça veut dire que vous aurez un capital qui sera maintenant à 1100 $. Ok? Donc si vous avez 1100 $ et que vous faites votre possible, par exemple, pour faire une plus-value de 5% sur le compte à chaque fois, donc c'est-à-dire que au fur et à mesure que le compte va évoluer, le risque que vous allez prendre sur le compte va s'adapter à l'évolution du compte. Donc plus le bénéfice du compte va augmenter, plus le risque aussi va augmenter et plus le profit va augmenter. Donc ça ressemble un tout petit peu au style de money management précédent que nous avons eu. Donc quand on a une petite simulation ici, si vous commencez par exemple avec un premier trade sur un capital de 1000 $ et que vous faites une plus-value de 5%, vous aurez un capital qui sera à 1050%. À 1050 $ plutôt. Sur le deuxième trade, donc les 1050 $ là, si vous faites une plus-value de 5%, vous serez maintenant à 1102 $. Donc plus vous allez, le compte va va continuer à progresser, plus le risque que vous allez prendre et plus la marge que vous allez vous faire va s'adapter à l'évolution du compte. Ça a vraiment tout l'air du type de money management qu'on a appris précédemment. Et là, on voit que sur 20 trades consécutivement gagnants, on se retrouve avec pratiquement 2653 $ de profit. Contrairement à si, par exemple, on devait investir en montant fixe. Alors, il y a un deuxième style de compounding. C'est le compounding qui est un peu brutal. Ok, franchement, moi, j'avais l'habitude d'utiliser ce style de compounding un peu brutal et très agressif lorsque je tradais les options binaires à la base. Donc, le problème, ce style de compounding, c'était quoi? C'était que, imaginons que je commence avec 100 $. Si je me fais un profit, donc, je risquais, imaginons que j'ai fait 50 $ de profit. Donc, j'ai fait une plus-value de 50%. Mon compte, il est à 50 $ maintenant. Ok, à 150 $ plutôt. Voilà. Sur le prochain trade, je risque la totalité, soit la totalité du compte, soit la totalité du profit.
Donc là, j'ai fait 50 dollars de profit. J'investis tous les 50 dollars de profit. Donc je peux me faire peut-être 100 dollars. Donc si je me fais 100 dollars, là, mon compte, il va passer à 200 dollars parce que j'ai risqué tout le profit qui était de 50 dollars. Je me suis fait 200 dollars et tout de profit. Dans mon compte maintenant, je me suis fait 100 dollars de profit plus tôt. Donc là, mon compte, il est à 200. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que mon bénéfice total ici, il est de 100. Sur le prochain trade, je réinvestis tous les 100 là pour aller chercher maintenant à faire du 1 pour 2. Donc là, je vais faire 200 dollars de profit. Ce qui veut dire que là, mon compte, en 3 trades, il est passé de 100. Littéralement, je suis à pratiquement 300 dollars de profit. Donc, si je réinvestis, je peux réinvestir à chaque fois le profit. Donc là, j'ai fait un profit de 50 dollars. Là, je réinvestis tout le profit. Je fais un profit de 150 dollars. Je réinvestis tout le profit. Donc, plus il y a de successions de gains, plus je me porte bien. Mais si jamais, dans ce style de compounding, dans ce style d'intérêt composé qui est très agressif, si jamais vous faites une seule perte, vous revenez à la case départ. C'est ça le seul problème qui est avec ce style de compounding. Donc, le compounding qui est assez raisonnable ici, donc le fait de réinvestir systématiquement ses profits, a des avantages. Effectivement, ça a une croissance beaucoup plus explosive sur la performance régulière. Et le problème avec le risque, c'est que le risque ici, c'est que ça donne un drawdown qui est très sensible. Donc, c'est quelque chose qui est très important à retenir. Maintenant, vous avez un money management que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'anti-martingale. C'est une stratégie de gestion de risque qui est basée sur une théorie. Voilà, une théorie très simple qui dit quoi? Qui dit que le trader va connaître des moments de perte. Donc, il y a des moments de perte. Donc, quand ces moments de perte là vont venir, il va faire des séries de pertes. Mais il va connaître aussi des moments de gain. Et quand ces moments de gain, de très forts gains viennent, il fait des séries consécutives de gains. Et tout. Donc, c'est une théorie. Donc, si vous vous reconnaissez dans ça, peut-être vous allez vous imaginer, peut-être que vous avez déjà connu une période où vous avez fait peut-être des successions de gains tellement étonnantes que vous dites, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout. Et après, il y a des moments où vous avez des successions de pertes. L'anti-martingale permet de profiter de ce genre de moments-là. Et en quoi consiste l'anti-martingale? L'anti-martingale dit quoi? On dit, ce modèle consiste à augmenter la taille après un gain. Donc, on augmente la taille du risque après un gain et à réduire la taille après une perte. Ça veut dire quoi? Si j'ai un compte de 100 dollars et que je fais un gain de 10 dollars, mon compte, il est maintenant à 110. Donc, ça veut dire quoi? Sur le prochain trade, je peux augmenter un peu le risque. Si j'avais risqué, par exemple, 10 dollars sur le précédent trade et que là, maintenant, j'ai fait un profit, je peux augmenter le risque. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, je vais risquer peut-être 11%. Et tout sur le prochain trade. Et si je fais un gain, bah, je vais risquer maintenant 12%. Si je fais un gain, bah, je vais risquer peut-être 15%. En fait, au fur et à mesure que je fais des gains, je capitalise parce que je me dis que, ok, je suis dans un moment de gain, je suis dans un momentum de gain. Là, je vais augmenter le risque au fur et à mesure. Mais si par exemple, je fais mon premier trade et que je perds, je diminue le risque. Si je perds, je diminue le risque. Bon, peut-être j'avais risqué 10 dollars ici. Si je perds, je risque 9 dollars maintenant. Si je perds, bah, je vais risquer 8 dollars ou 7. Si je perds, bah, je vais risquer 6 dollars. Donc, au fur et à mesure que le risque, en fait, il va... la série qui se présente à moi est une série consécutive de gains, bah, je vais augmenter le risque. Et si c'est une série consécutive de pertes, bah, je fais l'inverse. C'est tout simplement le principe de l'anti-martingale. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment très idéal pour ceux qui ont des stratégies de trend following. Donc, c'est très important. Par exemple, où il y a des personnes, par exemple, qui font le suivi de tendance. Donc, ils sont dans une tendance haussière, ils prennent une position. Plus la tendance va, plus ils prennent des positions, plus ils prennent des positions, etc. C'est assez rentable, c'est assez lucratif. Donc, ça permet de profiter sur un momentum de rentabilité. En fait, cette stratégie de gestion de risque, elle est tellement intéressante qu'en réalité, on n'arrive même pas à trouver un point négatif à la stratégie, en fait. Donc, moi, j'aime bien et tout ça. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On va commencer maintenant à voir les stratégies de gestion de risque qui sont extrêmes. Enfin, genre, franchement, extrêmes. On a, premièrement, la martingale. Voilà. On ne peut pas parler de stratégie de gestion de risque extrême sans parler de la martingale. Très simple à comprendre, la martingale, c'est tout simplement le fait de doubler la mise après chaque perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment dirais-je, littéralement, vous prenez un trade avec un lot et vous faites une perte. Cela voudrait dire que le deuxième trade, vous prenez deux lots. Si jamais vous faites encore une perte, le troisième trade, bah, vous allez doubler. En fait, vous doublez à chaque fois le risque précédent que vous avez pris. Donc, ça veut dire que là, vous allez prendre 4 lots. Si vous faites un gain, vous revenez à l'équation de base. Donc ça, je vais vous donner un exemple palpable. Imaginons que vous mettez 10 dollars sur un trade et que vous perdez. Sur le prochain trade, vous mettrez 20 dollars. Si vous perdez, le prochain trade, vous mettrez 40 dollars. Si vous perdez, le prochain trade, vous allez mettre tout simplement 80 dollars. Et si vous gagnez,
vous reviendrez tout simplement à 10 dollars. Le but étant quoi ici? Le principe étant que lorsque vous ferez un seul gain, vous puissiez récupérer toutes les précédentes pertes que vous avez eu à faire. Le problème, c'est quoi? C'est que vous vous en doutez bien. Si vous risquez 10 dollars et que vous risquez 20 dollars ensuite et que vous risquez 40 dollars, là, littéralement, vous êtes déjà en train de risquer au total ici 70 dollars. Donc, si on cumule au fur et à mesure les séries consécutives de pertes, finalement, vous cramez votre compte. Et imaginons que vous avez commencé avec un capital de 100 dollars. Sur un premier trade, vous avez risqué 10 dollars. Le deuxième trade, vous avez risqué 20 dollars. Ça fait déjà 30. Et le troisième trade, vous allez risquer 40 dollars pour rattraper la perte précédente. Vous êtes déjà en train de littéralement risquer 70 dollars. 70 dollars dans 100 dollars. Il ne vous restera même plus assez d'argent pour passer au quatrième trade. Donc, littéralement, au troisième trade, vous avez déjà cramé votre compte. Voilà, vous êtes déjà à moins 70%. Donc, il vous reste 30 dollars. Vous ne pouvez même plus récupérer les pertes précédentes. Et là, les bêtises vont commencer, tout simplement. Donc, c'est un style de money management qui appartient aux gens qui ont énormément de capital. Donc, imaginez, potentiellement, vous avez peut-être 1 million de dollars. Voilà, vous avez 10 000 dollars, vous faites des tout petits risques et tout. Et vous vous dites que, bon, tôt ou tard, quand même, il y aura forcément un trade gagnant qui va venir. Vous n'allez pas enchaîner quand même 20 pertes. C'est ce qu'on se dit théoriquement. Donc, c'est très suicidaire, c'est pas conseillé. Je ne vous conseille pas du tout ce genre de money management. La majorité des robots de trading ou des algorithmes qui sont basés aussi sur cette gestion de risque finissent par cramer les comptes, surtout les petits comptes. Et je vous ai dit, la seule condition dans laquelle vous devez utiliser ça, c'est si vous avez un énorme capital. Sinon, c'est même pas la peine, n'y pensez même pas. Alors, ici, on va voir un style de money management qui va plutôt faire appel à une progression par palier. C'est ce qu'on va appeler le Fixed Ratio. Le Fixed Ratio est un modèle de gestion de risque qui a été beaucoup plus démocratisé par Ray Jones. Okay? Ray Jones, c'est un très grand trader, hein, très reconnu et tout ça. Et ensuite, il dit quoi? Il dit que cette méthode désigne le fait que vous devez d'abord définir ce qu'on appelle un delta. Voilà. Le delta, c'est quoi? Le delta, c'est la somme minimale que vous êtes censé atteindre comme premier objectif que vous devez atteindre sur votre compte. Imaginez que vous avez, 100 dollars sur votre compte et vous définissez un delta qui est de 20 dollars. Donc, tant que vous n'avez pas atteint 20 dollars de profit, vous n'augmentez pas le risque. Mais dès que vous atteignez 20 dollars de profit, vous pouvez commencer par augmenter le risque. Donc, imaginons que vous avez un capital de 100 dollars et que vous décidez d'investir seulement 5%. Donc, vous décidez d'investir 5 dollars par trade. Donc, si vous faites des gains, ou des pertes, des gains, des pertes, des gains et tout, et que vous finalement vous arrivez à faire 20 dollars de profit, cela vous dit que vous venez d'atteindre votre delta que vous-même vous avez prédéfini d'avance. Et une fois que le delta est atteint, à partir de là maintenant vous augmentez le risque. Moi, c'est le style de money management que j'utilise. Particulièrement, j'aime beaucoup ça parce que, ça permet en fait de se fixer un objectif qu'il faut atteindre d'abord avant de pouvoir grimper d'un palier à un autre. C'est tout ce qu'il faut savoir ici. Ça a beaucoup d'avantages, donc il n'y a pas vraiment d'inconvénients à retenir ici. Il y a une petite formule qui est mise aussi. On a dit que nouvelle taille de position à prendre égale à taille actuelle. Donc nouvelle taille, c'est égal à taille actuelle, plus, l'équation qui va se trouver entre le profit total divisé par le delta. Donc ça, c'est une petite expérience, une petite formule plutôt. On a d'autres styles de money management aussi qu'on va appeler les approches quantitatives, ok. Et là, en fait, on commence à rentrer dans des équations ou des formules un peu plus poussées. Le Kelly Criterion. Kelly Criterion, c'est, un style de money management qui va permettre, en fait, d'avoir le risque optimal rhétorique. Cette méthode a été démocratisé par John Kelly. Voilà, John Kelly, qui est, un trader aussi, littéralement un mathématicien. Et c'est tout simplement, en fait, une formule mathématique pour maximiser la croissance. OK? Mais à manier avec précaution. Alors, personnellement, c'est pas un style de money management que moi, je vais vous dire de vous attarder sur ça parce que c'est bondé de formules mathématiques pour essayer d'aboutir à une, une optimisation de la gestion de risque et tout ça. Donc, on a une formule ici qui veut tout simplement dire, littéralement, je sais même pas comment appeler ça. Je préfère être humble et très sincère et tout. Mais on a, moi, j'ai décidé d'appeler ça F', voilà, qui va tout simplement être BP moins le Q sur le B. Donc là, je vous ai mis en fait et tout les définitions ici. Le B ici veut tout simplement désigner quoi? C'est le ratio. En fait, le B, c'est le ratio. Donc, ratio gain par rapport à la perte et tout. Le P, c'est la
probabilité de gain. Donc, c'est quoi la probabilité de gain de la stratégie du système et tout. Et le Q, c'est 1 moins la probabilité. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Pour connaître tout simplement l'équation ici, l'équation va faire appel à savoir le ratio gain-perte par rapport à la probabilité de gain, moins 1 moins la probabilité de gain. Donc, tout ça, maintenant, divisé tout simplement par le ratio. Donc, c'est vraiment purement un peu mathématique. C'est vraiment très poussé et tout ça. Et ça peut être mis dans les algorithmes, etc. et tout ça. Donc, moi, personnellement, tout au long de ma carrière, je ne me suis jamais attardé sur ça. Voilà, parce que je trouve ça un peu trop, voilà quoi. Donc, soyons sincères avec nous-mêmes. Je vais pas faire le pro sur ça. Et je vous conseille aussi de ne pas trop vous casser la tête avec ça. Avec les autres modèles de gestion de risque, on s'en sort déjà super bien. Alors, je vais passer à l'autre type de modèle de gestion de risque qu'on appelle aussi le dynamic equity, qui n'est pas très loin de du style de money management précédent qu'on a eu à voir, parce que ça cadre un tout petit peu dans le même sens, parce que ce sont des principes de money management qui vont permettre de déterminer le risque optimal, qui va vous permettre de maximiser la croissance de votre capital. Et en fait, ici, il n'y a pas vraiment de formule mathématique ou quoi que ce soit. C'est plus, en fait, comment dirais-je, le fait de prêter attention à la performance et aussi à la condition de marché. Donc, on dit que c'est un risque qui s'adapte au marché et à votre performance. C'est tout. Le risque varie en temps réel selon la volatilité du marché, la performance récente du compte ou à la confiance dans le signal. Donc, ça va dépendre quoi. Voilà. Donc, en gros, ça dépend. Voilà. Vous n'avez pas un risque qui est fixe, vous n'avez pas une équation mathématique que vous suivez, mais juste vous allez dire que ça dépend. Voilà. Donc, si je vous donne un exemple simple, si le marché il est calme, vous allez risquer 1% de votre compte. Si le marché il est volatile, vous allez essayer d'être un peu plus prudent en risquant 0,5. Si vous avez fait une série de pertes, précédemment, vous allez risquer seulement 0,25. En fait, ça s'adapte. À chaque fois, vous essayez d'adapter et tout, vous essayez de voir un tout petit peu. Moi, personnellement, le dynamic equity, c'est pour les professionnels. Parce que si vous êtes débutant et que vous dites que vous allez vous adapter, vous allez faire du freestyle et vous n'allez pas respecter votre stratégie du tout. Donc moi, je ne vous conseille pas ça, surtout pour les débutants. On a maintenant les solutions hybrides. Une seconde. Et quand on parle de solutions hybrides, c'est tout simplement en fait des mélanges, ok, voilà, c'est des mélanges qu'on peut potentiellement essayer de recommander, tout ça. Donc, on a par exemple l'hybride PK qui va être le fixed ratio plus le dynamique, par exemple, et tout. Donc, on a dit la croissance sécurisée par palier amplifiée par l'adaptabilité. C'est-à-dire quoi? La logique combinée. Donc là, nous allons essayer de combiner deux différents styles de gestion de risque et tout. On a dit, ce modèle combine la progression par palier du fixed ratio avec l'ajustement adaptatif du dynamic equity. Vous montez par étapes, mais votre risque respire avec votre performance et le marché. Donc, c'est-à-dire que vous avez un fixed ratio, donc vous savez combien vous devez risquer par position, mais si vous remarquez qu'effectivement vos performances sont bonnes ou que vous remarquez que actuellement vous traversez des moments de perte et tout ça, vous pouvez essayer de diminuer un tout petit peu le risque. Ou si vous voyez que vous traversez des super bons moments, le marché il est très propice et tout ça, on peut venir sur le marché il est très clean, vous pouvez augmenter maintenant votre risque. C'est ça que tout simplement ça consiste quand on parle de solutions hybrides. Ce sont juste des mélanges de concepts, ok, des mélanges de styles de gestion de risque. Donc vous pouvez mélanger plusieurs différents styles de gestion de risque à votre manière et tout ça. Donc ça a beaucoup d'avantages et potentiellement ça peut représenter aussi des inconvénients. Alors, on va faire des comparatifs et on va essayer de faire des comparatifs rapidement et on va essayer de voir rapidement ce que ça donne. Alors, ici je vous ai mis tout simplement un tableau, donc il y avait certains points qui n'étaient pas ressortis que j'essaie de faire ressortir rapidement. Donc vous pouvez essayer de faire une petite capture d'écran ou je sais pas, pour essayer de voir en fait ça c'est vraiment un tableau un peu comparatif que j'ai eu à faire pour vous permettre de déterminer un tout petit peu le style de money management qui vous convient un tout petit peu. Par exemple, quand on va prendre le fixed low, ok, donc on a déjà expliqué ça. Ça a une croissance un peu linéaire, voilà, c'est pas exponentiel et tout ça, donc la croissance elle est linéaire parce qu'à chaque fois vous allez risquer la même somme. Donc écoutez, si votre compte monte, si ça descend, le risque absolu ne change pas, mais le risque relatif il va faire que vaciller dans tous les sens. Donc la croissance elle est linéaire. Le risque est très faible par contre, donc vous ne risquez pas énormément parce que vous avez défini une somme fixe que vous devez risquer par position. Ensuite, vous avez, comment dirais-je, au niveau de la stratégie, c'est idéal pour faire du scalping ou pour faire des tests, pour tester des stratégies. Et c'est beaucoup plus recommandé à des débutants. Donc, si vous êtes débutant, voilà, c'est bon, foncez sur ça. Maintenant, pour parler du fixed fractionnel, donc, comment dirais-je, vous avez
Une croissance ici qui est exponentielle, donc le risque il est modéré. Voilà, c'est bon pour les day traders, les swingers, et c'est adapté pour les traders intermédiaires. Alors le compounding c'est très rapide, donc ça a une croissance très rapide. Ça permet vraiment de faire vite accroître son capital parce que vous remettez à chaque fois le bénéfice en jeu. Maintenant, il faut vraiment modérer au niveau risque et tout parce que franchement, le risque, ça peut être un peu fort quand même. Voilà, si vous enchaînez des gains et que vous faites une très grosse pète, au bout d'un moment, bah, vous allez revenir à la case départ, j'ai déjà expliqué ça. Au niveau de la stratégie, c'est super bon quand vous êtes dans un momentum de profit. Donc, imaginons que vous êtes un trader, vous tradez beaucoup les tendances, donc vous arrivez à identifier des moments sur le marché où vous pouvez faire des séries consécutives de gains. Le compounding sera très idéal. Comme ça, vous savez que vous enchaînez des gains, vous remettez les gains, vous enchaînez, vous remettez les gains, vous enchaînez. Donc, ça sera très optimal et c'est bon pour les personnes qui sont déjà un peu avancées dans le milieu. Voilà. Maintenant, la martingale. Ça, personnellement, franchement, écoutez, martingale, je ne conseille même pas. Et tout. Donc, ça a une croissance qui est très explosive. Ok. Le risque est extrême, franchement extrême. Ici, c'est beaucoup plus pour les bots de trading. Donc, c'est beaucoup plus inséré dans les algorithmes de trading. Un trader lui-même qui va commencer à faire de la martingale, franchement, c'est compliqué. Alors, vous avez, comment dirais-je, le Kelly Criterion, vous avez la méthode hybride et tout ça. Bon, on a déjà expliqué un tout petit peu, vous pouvez voir. Et ici, on va parler maintenant tout simplement de la mise en pratique. Alors, si vous êtes scalper, quel est le modèle qu'il faut adopter? Il faut donner la priorité tout simplement à la constance et à la protection de votre capital. Ok, donc moi je le dis toujours, je l'ai dit depuis le début, le but n'est pas de faire énormément d'argent très vite, le but est de faire durer le compte le plus possible. Votre compte doit durer. Si vous faites un dépôt aujourd'hui et que vous faites du bénéfice et que demain vous avez déjà cramé le compte, il y a un problème. Ok, donc ça va être votre prochain challenge, c'est de faire durer votre compte le plus longtemps possible. Et si vous vous rappelez, dans le module précédent, on avait déjà eu à voir un cas d'exemple où on a expliqué clairement que si vous êtes scalper, donc notamment vous prenez beaucoup de positions, donc vous allez beaucoup plus vite exposer votre capital. Alors là, la recommandation qu'on va vous donner, c'est que si vous êtes scalper, vous pouvez toujours tourner entre le fixed low ou le fixed fractional. Ça va être assez bien avec, comment dirais-je, un faible pourcentage. Donc, faut pas risquer énormément et tout, et éviter vraiment la martingale ou le Kelly à tout prix. Donc voilà, ça c'est pas pour les scalpers. Ça ne nous regarde pas. Ok, donc c'est à vous de voir quand même. Sinon, ça c'est juste des petites suggestions. Maintenant, si vous êtes swing trader et tout ça, donc vous allez prendre un peu moins de positions, donc vous aurez rarement des prises de position possibles à prendre. Donc le swing trader peut viser 1 à 2% par position, donc c'est à lui de voir. Il lui faut un modèle qui compense les pics de drawdown inévitables. La progression doit être sécurisée avec une réduction d'exposition en période de haute volatilité ou après une série de pertes. Donc la recommandation ici pour les swing traders, c'est toujours d'avoir un fixed ratio potentiellement, d'avoir un fractional avec le compounding doux, donc un compounding qui est vraiment très contrôlé, ne risquez pas en même temps tous vos bénéfices, parce que si vous faites une seule perte, vous allez vous retrouver à zéro. On vous donne maintenant un dynamic equity qui est possible aussi, qui est un excellent choix pour préserver tout simplement votre capital. Nous sommes pratiquement à la fin ici et il faut retenir quelque chose, c'est que on a mis ici, comme on a mis dans le module précédent, tout va dépendre vraiment de votre style de trading. Voilà, tout va dépendre de ça. Le money management idéal n'existe pas. Il dépend de votre age, de votre style, de votre capital et de votre psychologie. On a vu déjà dans ça, dans tout ce qui a été expliqué. Choisir et respecter le modèle adapté est ce qui transforme un age technique en une courbe de capital qui est durable. C'est ainsi que j'achève le deuxième module de cette formation. On va se retrouver dans le prochain module de la formation pour rentrer dans des points qui sont super intéressants à nouveau. Le troisième module de cette formation qui sera le troisième et le dernier module. Ce module sera vraiment chargé de connaissances. On va aller alors directement droit au but, on ne va pas perdre le temps. Alors qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on aura à travailler dans ce module de formation? Alors ici, il faut savoir qu'à la fin de ce module, vous allez déjà comprendre tout ce qui va concerner en fait les lot size et les coûts cachés. Comme on dirait, si on va rentrer un peu en détail, on dira tout simplement que l'objectif ici, ça sera d'essayer de comprendre la vraie valeur du lot size sur ces marchés favoris. Donc que vous soyez trader du forex, des indices synthétiques ou des métaux ou etc. Vous allez savoir l'importance du lot size pour toutes les personnes qui font
trading classique, vous allez découvrir comment mesurer l'impact des frais, du spread, du swap et des commissions sur chacun de vos trades et le fait d'identifier les pratiques de gestion de risque qui sont extrêmes, souvent destructives, qui sont, comment dirais-je, que d'autres traders peuvent exploiter. Donc là, par exemple, vous avez des coachs qui vont vous dire, écoutez, essayez de risquer 1% de votre compte, 2%, 3% et tout, mais eux, derrière, ils vont faire des dépôts de 1000 et ils vont les trader en full margin. Voilà, donc ils vont faire énormément de profit. Et ils vont pas vous dire la vérité. Ils vont juste rester là, vous donner ces conseils de risquer peu, risquer ci, risquer ça, alors que eux derrière, ils respectent pas ça. Donc là, on va essayer de découvrir un tout petit peu ces différentes méthodes, ces différentes approches. Et sans plus tarder, on ira directement droit au but. Donc j'ai déjà parlé un peu du sommaire. Et là, on va commencer directement par le premier point, la valeur réelle du lot. Alors, si vous êtes trader et que vous êtes sur votre compte, que ce soit sur MetaTrader ordinateur ou MetaTrader téléphone, vous allez toujours trouver ce bouton-là qui vous permet en fait de prendre des positions. Donc, ce bouton qui se trouve quelque part ici, qui va vous permettre de prendre des options buy, sell plutôt, et des options buy. Et sur votre téléphone, ça a un peu l'air de ça. Alors, au milieu de ces deux options-là, vous avez ici ce que vous inscrivez qu'on appelle le lot. OK? Connaître le lot size, c'est maîtriser un tout petit peu comment le lot il fonctionne. Le lot, c'est un multiplicateur, ok, qui va permettre en fait d'identifier tout simplement au niveau du prix sur le marché, parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu. Le marché, en fait, vous avez le marché qui évolue comme ça. Ok, donc vous avez un marché qui évolue comme ça. Le marché, là, il va évoluer sur deux axes. On a l'as des abscisses et l'as des ordonnées. Donc, on a un as horizontal qui est comme ça et on a un as vertical qui est comme ça. Alors, l'as vertical qui est comme ça va vous montrer des niveaux de prix. Donc, ça, c'est des niveaux de prix. Donc, un niveau de prix, par exemple, qui va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et tout. Et ici, sur cet as-là, c'est juste pour voir, en fait, des périodes. Voilà, donc on a par exemple le lundi, le mardi, le mercredi, etc. et tout ça. Donc c'est un tout petit peu comme ça. Donc là par exemple, vous allez voir que sur l'exemple de la capture d'écran sur le téléphone, ici sur cet as, on n'a que des niveaux de prix. Et sur l'as normalement horizontal qui va se trouver en bas, on n'aura que des périodes. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que le marché, forcément, il va bouger alors d'une période à une autre, mais aussi d'un niveau de prix à un autre. Par exemple, si on prend ici peut-être qui correspond à la période du mercredi, on voit que du mercredi à ce jour, ok, de cette période-là, du mercredi à ce jour, le marché a augmenté ou a fait une hausse du prix. Donc, il y a une hausse, d'où il y a une hausse de ce niveau jusqu'à ce niveau-là. Donc, si on va voir proportionnellement cette hausse-là, elle correspond à ce niveau de prix jusqu'à ce niveau de prix. Donc, le marché a fait une hausse de ce niveau de prix jusqu'à ce niveau de prix. Maintenant, imaginons que vous devriez peut-être prendre une position ici. Donc, vous étiez là lorsque le marché était à ce pic-là. Et vous voulez prendre, par exemple, prendre un ordre d'achat. Donc, vous voulez prendre un buy. Supposons que le marché va, comment dirais-je, faire une hausse. Voilà. Donc, ça, c'est selon les analyses que vous avez eu à faire. Donc, techniquement, votre position en buy peut-être aura pris le niveau de prix de 2 points, ok, jusqu'à peut-être jusqu'à 6 points. Donc, lorsque vous avez pris votre position en bas ici, la position a évolué d'un nombre de points donné, ok. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir savoir concrètement combien vous allez gagner ou combien vous allez potentiellement perdre si par exemple les cours ne respectaient pas votre direction? Parce que c'est tout simplement le lot. Le lot ici, il va permettre tout simplement d'identifier combien vous allez gagner par point, ok, par augmentation de points. Donc là, par exemple, imaginons que vous avez pris une position en buy ici et les cours sont allés jusqu'à ce niveau-là. Donc, les cours sont montés de peut-être de 6 points sur le marché, ok. C'est le lot qui va permettre en fait d'identifier les 6 points vont valoir combien en termes de dollars. C'est ça en fait. Donc, vous ne pouvez pas juste prendre un buy et gagner de l'argent ou juste prendre un sell et tout et gagner de l'argent comme ça ou perdre de l'argent. Non. Le lot va venir en fait s'adapter au nombre de points qui vont évoluer sur le marché. Donc, c'est tout simplement le fait de maîtriser ce petit détail-là qu'on va appeler tout simplement le lot size. Voilà, c'est tout simplement ça. Et si on rentre un peu dans le vif du sujet, on va comprendre tout simplement que le lot size, c'est vraiment un levier qui est super important. Attendez, je vais remettre ça en fait en rouge. Le lot size, c'est un levier qui est très important et on dit que la taille du lot détermine ton exposition réelle, ok, sa valeur n'est pas universelle. Donc la valeur du lot, elle n'est pas universelle. Par exemple, pour les traders qui, comment dirais-je, ont des comptes Forex et tout, les brokers, effectivement, ils peuvent refixer les choses à leur manière, mais généralement, sur les comptes Forex, ça varie
en fonction du nombre du type de compte que vous créez. Par exemple, lorsque vous allez vouloir créer un compte chez un broker, on va vous proposer de choisir est-ce que vous voulez un compte standard, est-ce que vous voulez un compte micro, est-ce que vous voulez un compte, voilà, etc. et tout. Donc, il y a différents types de comptes, ok? Ça peut être un compte Forex Simple, un compte standard et tout ça. Et en fait, en fonction du type de compte que vous avez pris, les lots ou le lot size va changer, ok? Par exemple, en fonction d'un type de compte donné, lorsque vous allez prendre une position avec un lot de 1, donc lorsque vous allez prendre un lot, ça va vous valoir 10 dollars, que ce soit dans votre direction ou pas. Donc, ça veut dire que si par exemple vous prenez un buy, donc si je prends un buy et que les cours vont dans ma direction et tout, et les cours font juste une petite augmentation de 1 point, un seul point, alors que j'ai pris de un seul point ou un seul pips, donc c'est ce qu'on peut appeler aussi des pips. Donc si vous vous rappelez, dans le diapo précédent, je vous ai parlé des types, les points qui sont au niveau de ces tasses-là, qui sont sur l'axe vertical, on peut les appeler aussi des pips. Donc si par exemple, le marché connaît une augmentation, par exemple, vous prenez un buy ici, sur le marché, voilà, et le marché commence à monter, effectivement, ça va dans votre direction, et que ça fait peut-être une augmentation de 1 pips, et que vous avez un type de compte, par exemple, qui fait de sorte à ce que lorsque vous prenez un lot de 1, vous gagnerez 10 dollars par pips. Voilà. Ça, il faut bien le vérifier d'avance. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer si jamais je prends la position et que les cours vont dans ma direction, de un seul pips, je gagnerai 10 dollars et tout. Qu'importe mon capital. Voilà. Mais maintenant, si les cours continuent à évoluer et que si les cours montent par exemple de 10 pips, vu que je gagne 10 dollars par pips, donc si ça monte de 10 pips, c'est que je suis en train de gagner 100 dollars. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va aussi dans le sens inverse. Ça veut dire que si jamais je prends un buy et que les cours ne vont pas dans ma direction, mais que les cours commencent à se retourner contre moi, si les cours vont dans la direction opposée de ma position, de un seul pips, je perdrai 10 dollars. Voilà. Et si ça va dans la direction opposée, par exemple, de 3 pips, je perdrai ici 30 dollars. Sensiblement, c'est ça. Donc, le lot size, en fait, ça varie. C'est tout simplement ça qu'on appelle le lot size, mais ça varie. Ça varie d'un marché à un autre. Ça varie, en fait, d'un type de compte à un autre. Donc, sur le Forex, la majorité des comptes que vous allez créer, vous allez voir que le lot size sera généralement, un lot de 1. Donc, si vous prenez un lot de 1, ça va toujours vous valoir 1 dollar par pips. Généralement, sur les types de comptes que vous allez créer, c'est comme ça. Donc, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le lot, on peut le changer. Comme vous pouvez le voir ici, le lot, il est bel et bien changeable. Vous voyez ici que, par exemple, on peut mettre un lot de 0,01. Ici aussi, on peut mettre le lot minimal qui est de 0,01. Maintenant, en fait, c'est à vous de faire maintenant le calcul pour pouvoir savoir cette petite information-là très rapide. Donc, moi, je vais vous faire une petite simulation ici. Imaginons que votre lot minimal, le lot size de votre compte désigne le fait que si vous prenez un lot de 1, cela vous fera gagner ou vous fera perdre 1 dollar par pips. Ok? Cela veut tout simplement dire quoi? Cela veut tout simplement dire que si éventuellement je prends un lot de 0,5, ce qui veut dire que là j'ai pris un lot de 0,5 qui correspond à la moitié d'un lot de 1, cela voudrait dire que je gagnerai ou je perdrai 0,5 dollars par pips. C'est tout. Et si jamais je prends un lot de 2, cela voudrait dire que je gagnerai ou je perdrai 2 dollars par pips. C'est comme ça. Donc, quand vous connaissez le lot size, vous devrez être conscient de ça avant de bien écrire votre lot, avant de prendre votre position. Parce que ça va s'adapter, en fait, avec ça. Donc, ici, sur le Forex, ça varie en fonction du type de compte. Alors que sur les indices synthétiques, c'est pas du tout la même chose. Les indices synthétiques ici, le lot size, il va varier d'un broker à un autre ou d'un marché à un autre. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici, c'est un tableau qu'on a un peu l'habitude d'utiliser, de mettre à jour à nos étudiants à PK. Donc ça, par exemple, c'est le lot size de Derive. Mais en fait, il faut savoir que Derive, c'est un broker qui offre des indices synthétiques. Donc, au niveau des indices synthétiques, vous allez voir que c'est un peu plus délicat. Parce que sur Derive, par exemple, et tout, c'est un peu le boucan. Chaque marché avec son lot size. Par exemple, vous voyez que ce marché-là, qui est un marché que les traders ont l'habitude de trader sur les indices synthétiques de dérive, ce sont les marchés qu'on appelle communément les volatilités. Sur la volatilité 10, par exemple, le lot minimal qui est permis est de 0,5. Alors que ici, sur un lot de 0,5, il faut minimum 2000 points pour, gagner 1 dollar. Pour gagner ou pour perdre 1 dollar. Voilà un tout petit peu. Maintenant, ici, il y a une petite nuance. Au niveau des indices synthétiques, on ne parle pas de pips. En fait, on parle de points. Parce que c'est pas la même chose. Les indices, ils fonctionnent sous forme de ticks. Ok, donc ici, les indices synthétiques, on parle pas de pips, on parle de points. Alors que sur le Forex, si vous êtes sur les marchés du Forex, on va parler plutôt de pips. C'est pour cela que vous aurez l'impression que ici, les points sont un peu abusés. Voilà. Au niveau du Forex, par exemple, on va vous dire que si vous prenez un lot de 1, un seul pips va déjà vous valoir 1 dollar.
Alors que ici, sur les indices synthétiques, si vous prenez un lot de 0,5 sur la volatilité 10 par exemple, il vous faudra 2000 points. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose pour gagner ou pour perdre 1 $. Donc ici, sur les indices synthétiques, c'est très délicat. C'est justement la raison pour laquelle nous, avec les personnes qu'on accompagne, on privilégie beaucoup la spécialisation. Parce que si vous vous mettez à tout trader en même temps, ça va vous casser la tête parce que déjà, il faudra maîtriser tous ces lot size-là. Ça sera compliqué. Donc, vous ne pouvez pas trader tous les marchés. Il faudra avoir des marchés favoris et bien maîtriser le lot size. C'est très important. Donc, vous allez voir que le lot size de la volatilité 10 est différent du lot size de la volatilité 25, qui est différent du lot size de la volatilité 50, qui est différent du lot size de la volatilité 75, etc. Et ça, c'est pour les marchés de dérive et pour les marchés de Welltrade. Welltrade qui est un broker qui offre aussi les indices synthétiques. Donc, vous allez voir ici que c'est toujours différent. C'est beaucoup mieux ici, hein, par contre, parce que ici, sur le FXVol 20, tous les marchés en FXVol, tous les marchés en SFXVol et tous les marchés en Flipix, vous allez voir que le lot size, actuellement, au moment où je suis en train de faire cette formation, bien sûr, parce qu'on n'est jamais trop sûr avec eux, hein, ils peuvent faire des changements et tout ça. Au moment où je fais cette formation, voici exactement comment ça se passe. Le lot minimal est de 0,01 un peu partout, sur tous les marchés de Welltrade, hein, généralement, sauf les Pain X et les Gain X et tout ça. Et il vous faut 10 000 points pour 1 $. Voilà, donc ça veut dire que si vous prenez un lot de 0,01 de lot, il vous faudra 10 000 points. C'est les indices synthétiques, donc ça fonctionne sous forme de points pour gagner ou pour perdre 1 $. Maintenant, imaginons que j'ai envie là de faire un petit calcul rapide. Attendez une seconde, je vais voir si... Voilà. Imaginons là que j'ai envie de faire un petit calcul rapide. Il y a une petite équation qui va nous aider. Imaginons qu'on a une équation très simple. On sait que si je prends un lot de 1, ok, si je prends un lot de 1, il me faudra 10 000 points tout simplement pour gagner 1 $. Ça, on sait ça par exemple et tout. Donc, si je refais l'équation sensiblement, je dirais tout simplement que 10 000 points valent, donc 10 000 points valent 1 $ si je prends un lot de 1. Maintenant, imaginons que là, sur le marché, je veux prendre une position. Donc là, imaginons que je suis sur le marché là. Ok, j'ai fini de faire mon analyse et moi, je veux prendre une position. Pour prendre la position, généralement, on va utiliser l'outil qu'on appelle le croisé de réticule. Donc pour ça, on appuie le raccourci clavier CTRL F. Pour ceux qui analysent sur MetaTrader, bien sûr, hein, sinon il y a des gens qui préfèrent d'autres plateformes de trading. Mais imaginons que moi, par exemple, je vais prendre une position qui va quitter ici pour là, par exemple. Là, moi, je veux prendre un buy. J'ai envie de prendre un buy ici et de sortir quand le marché, si effectivement le marché respecte ma prévision et que le marché commence à monter comme ça, moi, je vais prendre un buy ici et je vais sortir directement quelque part, potentiellement ici. Voilà. Donc, imaginons que c'est potentiellement là. Là, on est à 29 000 points. Donc, on voit que de là jusqu'à ce niveau-là, si le marché effectivement respecte ma direction, j'aurais gagné 29 000 points. C'est ce qui est bien marqué ici. Alors, 29 000, on va convertir sensiblement à 30 000 pour ne pas trop nous casser la tête et tout ça. Donc, on convertit à 30 000. Alors, on sait que on a cette équation. 10 000 points valent 1 $ pour un lot de 1. Alors que là, maintenant, nous avons 30 000 points. Donc, si on a 30 000 points vont valoir combien? OK. Si on prend effectivement un lot de 1. L'équation ici, c'est tout simplement, ça sera tout simplement potentiellement de... ça nous donne une petite équation rapide à faire ici qui est de 30 points. Donc, on a les 30 000 points plutôt multipliés par 1 sur 10 000. Voilà. Donc, ça fera 30 000, ok, multiplié par 0,000. I think, si je compte bien, 0,001. Voilà. 10 000, c'est 0,001. Voilà. Ce qui va nous faire, comme réponse, ça va nous faire 3. Donc, on sait que ici on va gagner 3 $. Alors, bon, ne vous cassez pas trop la tête avec ces calculs. À partir du moment où vous comprenez le lot size, c'est le plus important. Voilà. Et si on continue, on a une petite formule qui est très amusante ici. Hein, donc, pour pouvoir déterminer tout simplement le risque, on a dit que cette formule est la clé pour calibrer précisément ton risque sur n'importe quel marché. Donc, risque en dollars, c'est égal tout simplement à la valeur du point multiplié par la distance du stop loss qui est multipliée par la taille du lot. Donc, toujours calculer ça avant chaque trade. Il faut toujours que vous arrivez à identifier combien vous allez perdre en fonction du nombre de lots que vous apprêtez à prendre. Voilà, c'est toujours bien. Et moi, j'ai quelques petits détails à rajouter, c'est que sur le Forex, donc il faut retenir pour les traders Forex que sur le Forex, voilà, une seconde,
Sur le Forex, il n'existe pas de valeur universelle en pips, donc il n'y a pas de valeur universelle en pips, ça va dépendre du type de compte que vous allez créer. Si c'est un compte standard, lorsque vous allez prendre un lot, ça va vous valoir 10 dollars par pips. Si c'est un compte Saint Micro, ça va approximativement vous valoir un lot qui va donner 1 dollar par pips. Et si c'est un compte ECN, RAW et tout ça, en fait, ça dépend du type de compte que vous allez créer et de comment vos brokers y fixent les choses. Voilà, c'est pas universel. Maintenant, sur les indices synthétiques, ça va dépendre. Comme par exemple, on a une simulation sur un indice synthétique de dérive ici qui s'appelle la volatilité 115. Sur la volatilité 115, il faut 100 000 points. À l'heure où je fais cette formation, 100 000 points valent 1 dollar si vous prenez le plus petit lot sur la volatilité 115 qui est de 0,001. Voilà, alors que il y a comment dirais-je, des marchés, le plus petit lot est de 0,5 par exemple. Il y a des marchés, le plus petit lot est de 4. Alors que ici, la volatilité 75, son plus petit lot est de 0,001. Donc le lot size, en fait, ça varie d'un marché à un autre. Donc prenez vraiment le temps de bien vous renseigner d'abord avant d'aller sur un marché et de commencer par ouvrir vos positions en désordre. Bien maîtriser son lot size, ça va vraiment vous permettre de prendre contrôle clairement de votre gestion de risque. Et ici, on a dit une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de confondre pips et points. Donc là, on en a déjà parlé et tout. On va pouvoir passer au prochain point. Donc, désolé. Là, on a maintenant un deuxième point qui est très important, c'est la maîtrise des coûts qui sont invisibles. Parce que oui, en fait, il y a beaucoup de personnes, quand on vient sur le marché, on a toujours tendance en fait à rapidement calculer très vite, hein, comment dirais-je, la taille de notre TP, la taille de notre SL, on calcule ça rapidement et tout ça. Et on arrive en fait à identifier que le stop loss, par exemple, il est de 100, comment dirais-je, de 10 000 points, par exemple. Ok, et l'objectif de profit est de 30 000 points. Donc là, par exemple, on sait que, ok, si on fait TP, c'est qu'on a fait un ratio de R de 1 pour 3. Ce qui veut dire que sensiblement, comment dirais-je, on aura en fonction du lot, hein, donc imaginons que c'est un marché d'indice synthétique de WellTrade et on a pris le lot de 0,01, 10 000 points va nous valoir 1 dollar, donc j'ai 1 dollar de stop loss pour pouvoir sensiblement gagner 3 dollars de TP. Voilà, donc c'est un peu ça. En fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez atteindre votre take profit, vous allez vous rendre compte que malgré que vous avez bien fait vos calculs comme ça, vous n'allez pas gagner 3 dollars au TP. Vous allez gagner 2,99 ou bien 2,87, 2,95. Et vous allez vous demander, mais attendez, pourquoi j'ai bien fait mes calculs, mais au niveau du TP, c'est pas cette somme-là qui a été atteinte. C'est là que les coûts invisibles vont rentrer en jeu. Et c'est très important de les maîtriser déjà d'avance. Et là, ici, en termes de coûts invisibles, on a le premier type de coût invisible qu'on va appeler tout simplement le spread. Le spread, c'est quoi? Le spread, c'est la différence entre la valeur du prix d'achat et du prix de vente sur le moment. Donc, c'est une petite commission que le broker il va prélever sur chacune de vos positions. Donc, c'est ça qui va permettre au broker d'être rentable sur le long terme. Parce que sur chaque position que vous ouvrez, en fait, le broker il prélève un niveau de spread donné. Il y a toujours un niveau de spread donné que le broker, lui, il va prélever. Donc, et là, je vous montre un tout petit peu à quoi ça va ressembler. Par exemple, si vous êtes sur MetaTrader ordinateur, vous pouvez appuyer sur le raccourci clavier CTRL plus M. Et lorsque vous appuyez sur le raccourci clavier CTRL plus M, vous devez normalement voir une barre comme ça. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, c'est comme ça que ça se présente. Si peut-être qu'ils font des mises à jour, ça peut ne changer, je sais pas. Donc du coup, là par exemple, vous allez voir que en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que directement, ça va calculer. Ici, par exemple, je suis sur le Step Index. Sur le Step Index, ça me calcule en même temps le prix de l'offre et le prix, comment on appelle, de la demande. Et au milieu, ça va vous afficher en même temps la taille du spread. Donc, sur le Step Index, actuellement, la taille du spread est de 1 point, juste de 1 point. Ok, donc la taille du spread, il n'est pas élevé sur le Step Index du tout. Et au niveau du swap, vous allez voir que le swap, je ne l'ai pas encore expliqué, donc je ne vais pas parler de ça. Au niveau du spread, ici, par exemple, sur le Boom 1000 Index, vous allez voir que le spread est à, comment dirais-je, à 17 000 points. Ici, c'est pareil, hein, sur la volatilité 50, le spread ici est à 180. Donc ici, là, le spread est, sur le V115 est de 2853. Et par exemple, sur le téléphone, ça ne se présente pas comme ça. Sur le téléphone, lorsque vous avez connecté votre MetaTrader, vous allez forcément voir l'onglet cotation. Et au niveau de l'onglet cotation, vous aurez ici le marché, donc la liste de vos marchés. Juste en dessous du nom du marché, vous regardez juste en dessous, vous allez voir la différence en même temps qui est calculée ici. Donc ça vous affiche le spread. C'est ça en fait techniquement le spread qui s'affiche en même temps là. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Peut-être que ça va changer le jour où vous allez voir cette formation, je ne sais pas. Mais c'est comme ça depuis un bon nombre de temps. Donc on voit que sur l'AUD USD, le spread est sensiblement de 17. Ici c'est de 16, ici c'est de 22. Le spread peut varier d'un broker à un autre, d'un marché à un autre, d'une heure à une autre. Oui, parce que au bout d'un moment, par exemple, lors des sessions asiatiques, pour les traders qui tradent le forex, lors des sessions asiatiques, les spreads ont tendance à augmenter sur les marchés. Donc
quand vous allez vouloir créer votre compte sur le broker, faites attention à tout ça parce que ça va impacter votre money management. Et le spread ici, c'est une information très très capitale. Pourquoi? Parce que retenez juste une chose. Qu'est-ce que le spread il fait? Le spread vient se rajouter en cas de perte. Donc si par exemple vous étiez censé perdre 10 dollars, le spread va se rajouter à votre perte. Et si vous êtes censé gagner 10 dollars, le spread va se retrancher de votre gain. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que en cas de perte ou en cas de gain, le broker, lui, va forcément prélever son spread. C'est comme ça. Donc, chaque position que vous allez ouvrir, c'est des frais de commission que le broker va prendre. Donc, si vous perdez, si vous ne perdez pas, lui, c'est pas son problème. Lui, il va prendre ses frais de commission sur ça. Donc, faites toujours ce petit calcul-là. C'est très important d'imaginer que vous êtes un scalper. Le scalper, lui, il doit être très minutieux sur certains pips et tout. Et vous avez peut-être 100 pips de stop loss. Si vous avez 100 pips de stop loss et que vous tradez par exemple le ISAG USD ici, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra déjà voir que le spread ici il est à 22. Donc en fait, votre stop loss n'est pas de 100. Votre stop loss est de 122. C'est ça en fait. Donc si vous avez un ratio de 1 pour 3 par rapport à votre stop loss de base qui était de 100, le ratio de le take profit de base serait de 300 points. Mais en fait, en réalité, le take profit n'est même pas de 300 points. Parce que si votre take profit est atteint, vous aurez 22 points qui vont se retrancher dès 300 points. Et si vous faites un stop loss, ici le stop loss ne sera plus à 100 points. Le stop loss sera maintenant de 122 points. Donc si vous avez pris un lot de 1 par exemple sur un compte standard ou sur un compte, comment dirais-je, micro, vous êtes sensiblement en train de risquer 22 dollars de plus. C'est justement la raison pour laquelle certaines personnes, par exemple, ils vont prendre des positions. Ils vont voir que le stop loss n'est pas encore atteint, mais ils sont déjà en margin call. Ils sont déjà en margin call, c'est-à-dire que leur compte s'apprête déjà à se cramer, il n'y a plus de marge. Parce que quand ils ont fait leur calcul, ils ont vraiment été très très fixes sur la taille du stop loss. Et généralement, quand les cours vont commencer à aller contre eux, ça va commencer à paniquer, ça va commencer à aller dans tous les sens. Donc c'est quelque chose qui est très important à retenir. Ici, il faut parler maintenant des autres frais qui sont un peu cachés, comme par exemple les frais de commission. Voilà. En fait, lorsque vous allez vouloir créer votre compte sur un broker, le broker va vous proposer quel type de compte vous voulez. Soit ça sera un compte spread, soit ça sera un compte avec commission fixe. Ok, qu'est-ce qui se passe avec les comptes sous commission fixe? C'est que le broker peut décider de prendre des frais fixes par lot. Ça veut dire quoi? Qu'importe le nombre de lots que vous allez ouvrir, lui va prendre des frais qui sont fixes, qui sont définis d'avance, que vous soyez en gain ou en perte. Il peut dire que peut-être il va prendre, comment dirais-je, 5 dollars par lot que vous ouvrez, ou bien il va prendre 1 dollar par lot que vous ouvrez. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a un impact qui est très massif sur les scalpers et les petits comptes. Donc moi, je ne vous conseille pas d'ouvrir ce genre de compte lorsque vous savez que vous voulez faire du scalping ou bien vous voulez trader un petit capital. N'acceptez jamais ce genre de compte parce qu'à long terme, ça ne sera pas rentable pour vous. Ce sont des petites choses qui font que beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à bien gérer le risque. Maintenant, il y a le swap. Le swap, ce sont des frais de nuit qui peuvent ruiner un trade swing sur plusieurs jours s'il est vraiment ignoré. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous laissez vos positions couler la nuit, le broker lui va prélever en fait une petite commission pour laisser votre position tourner. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que le marché, normalement, il se ferme. Pour le marché des forex, il va être ouvert du lundi au vendredi. Donc, qu'est-ce qui va permettre au broker de laisser votre position ouverte sur le marché de la fermeture du marché jusqu'à la réouverture du marché? Pour ça, le broker il va encore prendre des petites commissions, des petits frais, que ce soit des frais de nuit, que ce soit des frais de trade du week-end et tout ça. Ça, c'est des petits frais que le broker il prend juste pour vous permettre en fait d'avoir accès au marché financier, et ça il faut tenir compte de tout ça. Alors ici par exemple on a quelque chose qui a été dit, on dit que sur 100 trades, ok, sur 100 trades à 7 dollars de coût moyen, tu paies pratiquement 700 dollars de frais. Donc si par exemple jamais vous prenez en fait un trade, un type de compte sur commission, il faut voir si vous accumulez, il va imaginer le nombre de frais que vous perdez sur votre compte. Ok, donc ensuite un objectif de 5 pips avec 2 pips de spread te fait perdre pratiquement 40% de ton edge. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous calculez votre stop loss et qu'il y a des pips qui se rajoutent en plus au niveau du stop loss, il faut déjà vous dire que votre drawdown ou bien votre, comment dirais-je, votre potentialité de perte, il vient d'augmenter. Ok, donc la donne vient potentiellement de changer. Alors si on passe à la prochaine chose et tout, on aura le coût approximatif par type de compte. Donc moi je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que ça peut varier d'un broker à un autre. Par exemple ici on a un cas d'exemple où comment dirais-je, sur un compte standard, ok, euro USD par exemple, si vous prenez un lot de 1, ça peut prendre jusqu'à 2 dollars avec un lot de 1, hein. Si vous prenez un lot de 1, ça peut prendre jusqu'à 2 dollars juste pour le spread. Ok, maintenant, si vous prenez un compte RAW ou ECN, juste avec un lot de 1, si vous pouvez aller jusqu'à 7 dollars de perdu, que ce soit
sur le spread, plus la commission y compris. Vous voyez un peu. Mais si vous prenez un compte cent ou un compte micro, ça va vous prélever potentiellement 3 dollars si vous prenez par exemple un lot de 0,1. Donc ça, c'est des petites estimations que j'ai eu à faire en fait pour vous, pour que vous puissiez un peu comprendre l'impact du prélèvement de ces petits frais sur vos différents comptes. Alors, la stratégie à risque extrême. Là, on va rentrer vraiment, on va se dire la vérité ici. On va être franc avec nous-mêmes, ok? En fait, avant d'expliquer ça, il faut comprendre une chose. La majorité des traders, je vous dis, la majorité des traders que vous allez voir sur les réseaux, sur les médias, qui font d'extrêmes résultats en termes de profit sur le marché financier, ne respectent pas le money management. Je pèse mes mots. Ils ne respectent pas, un money management, très propre, comme les conseils qu'ils ont l'habitude de vous donner en réalité et tout. Donc, ça, c'est vraiment une réalité parce qu'ils ont des money management à des moments donnés qui sont très, très, très agressifs ou qui demandent de risquer énormément d'argent. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ces différents types de money management-là. On appelle ça souvent, en fait, les stratégies borderline, qui sont des méthodes qui sont souvent glorifiées, mais qui sont mathématiquement vouées à l'échec sur le long terme. Alors, moi, je ne vais pas cracher sur ces méthodes-là à 100%, soyons sérieux avec nous, mais je vous dis que ça ne doit pas être une habitude. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginons que vous avez votre gestion de risque, votre stratégie de gestion de risque qui est très claire. Et que cette semaine, par exemple, vous avez commencé avec 100 dollars et à la fin du mois, vous avez fait peut-être, je ne sais pas, 600 dollars de profit. Donc là, vous avez fait 600% de plus-value. Le mois prochain, vous pouvez décider de mettre 300 dollars sur un compte, d'aller normalement, donc de respecter votre money management normalement, et peut-être de prendre un petit 100 dollars à côté sur un deuxième compte pour pouvoir prendre des risques un peu plus élevés, pour pouvoir chercher peut-être à tourner, à flip ce 100 dollars en 500 dollars en un seul trade, ou ce 100 dollars en 400 dollars en un seul trade. Oui, c'est possible. Oui, c'est bel et bien possible. On en fait l'expérience toujours. Mais ça ne doit pas être en fait une habitude pour vous de tout le temps être en train de prendre des risques abusifs sur chaque position que vous prenez ou sur chaque dépôt que vous faites. Parce que sur le long terme, sur le court terme, vous allez gagner de l'argent. Mais sur le long terme, vous n'allez jamais résister sur le long terme. C'est ça en fait. Donc, on a différents types de stratégies borderline qui sont ici par exemple. On a la première stratégie borderline, on va appeler ça la martingale. Okay? La martingale, on en a déjà parlé, c'est le fait de doubler, comment dirais-je, son risque à chaque fois qu'on fait une perte. Donc là, par exemple, je mets 100 dollars sur le marché, 10 dollars plutôt. Quand je fais une perte, bah, je mets maintenant 20 dollars. Si jamais je perds, je mets maintenant 40 dollars. Si jamais je perds, je mets 80 dollars. Si jamais je perds, je mettrai 120 approximativement. Non, peut-être j'ai mal fait mon calcul. Non, je pense pas que c'est 100, ça soit 120, ça soit 160, voilà. 160, je vais, et si je perds, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, imaginez-vous, en 3 trades, combien je perds. En 3 trades, typiquement ici, j'ai déjà perdu 70 dollars. 3 trades. Est-ce que j'aurai assez de capital pour pouvoir prendre même, comment dirais-je, le 4e trade ou le 5e trade? Donc, c'est vraiment très risqué. Et en fait, sincèrement, les personnes qui utilisent la martingale, pour moi, ce sont des personnes qui n'ont pas une stratégie très correcte ou très propre. Ce sont juste des personnes qui ont conçu des bots, conçu des algorithmes ou bien conçu un système de trading qui se concentre juste sur le fait de gagner de l'argent. Eux, ils sont pas trop dans les faites bien l'analyse du marché, faites bien tout ça, étudiez le biais du marché. Non, non, non. Eux, ils sont juste là pour gagner de l'argent. Point. On vient, on se fait de l'argent, on part. Donc, ça veut dire quoi? Même si tu mets, comment dirais-je, de l'argent et que tu fais des pertes, tu peux pas enchaîner 10 pertes par exemple et tout. Au tôt ou tard, tu vas faire un gain. Et si tu fais un gain, tu vas récupérer toutes les pertes. Donc, il se base en fait sur cette logique-là. C'est une logique du freestyle. Sur le long terme, vous n'allez pas résister. Je pèse mes mots, je sais ce que je vous dis. Ensuite, vous avez l'over leverage. L'over leverage, c'est vraiment de mettre beaucoup plus de risques sur un compte. Donc ça, personnellement, je ne vais pas dire que c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux uniquement lorsque ça devient une habitude pour vous. Mais sinon, en réalité, une fois en passant, une fois dans le mois, lorsqu'on a, comment on appelle, augmenté notre profit factor, c'est vraiment quelque chose qui est très conseillé même pour moi, mes étudiants. Je leur dis, écoutez, si ce mois-là, vous avez été hyper rentable, vous avez été très bon rentable, prenez une bonne partie de cette somme-là, continuez votre trading avec, récompensez-vous en vous offrant quelque chose pour vous faire plaisir avec une partie de l'argent. Et pour le reste de l'argent, bah, vous allez chercher à prendre un peu plus de risques sur un deuxième compte à part. Toujours en prenant soin d'avoir un petit compte à côté que vous êtes en train de gérer normalement. Alors, il y a la méthode du non-stop loss. La méthode du non-stop loss, c'est juste en fait de
de prendre en compte et tout, et de vouloir gérer les choses manuellement. Voilà, donc vous prenez en compte, vous prenez des tonnes de positions et tout ça. On voit souvent ça pour les traders qui traitent les annonces économiques, parce que généralement, ils ne mettent pas de stop loss, ils ont mis un compte de 1000 $ et ils prennent un risque énorme sur ça. Alors, il y a une petite nuance à faire. Moi, par exemple, sur les comptes synthétiques, je ne place pas de stop loss. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de stop loss. Ça, il y a une nuance à faire à ce niveau-là. Je vous donne un exemple. Sur les comptes synthétiques, par exemple, vous avez le dashboard du broker qui est comme ça. Donc, si vous avez le dashboard du broker, attendez, la couleur là, elle ne va pas vous permettre de bien voir. Je vais prendre une couleur jaune. Alors, si vous avez le dashboard du broker qui est comme ça, vous pouvez faire un dépôt sur le broker de 200 $. Mais ça ne veut pas dire que les 200 $ vont directement dans votre compte MetaTrader 5, donc MT5, pour que vous commencez directement à trader. Vous pouvez garder les 200 $ dans votre compte sur le broker et juste décider de déposer dans votre MetaTrader peut-être 20 $. Donc si moi je dépose par exemple 200 $ sur mon compte, sur mon broker et que je mets 20 $ dans mon MetaTrader, les 20 $ représentent en même temps le stop loss de mes positions. Donc, j'ai plus besoin forcément de venir placer un stop loss sur chacune de mes positions parce que j'ai mon capital de base qui est déjà sur mon compte. Et là, ici, je mets uniquement ce que je suis prêt à perdre sur mon MetaTrader. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis plus obligé de mettre de stop loss. Mais ça deviendra dangereux si, par exemple, vous avez mis 200 $ sur votre compte sur le broker et en même temps vous devez verser directement tous les 200 $ sur votre MetaTrader et que vous commencez à trader sans stop loss. C'est dangereux. C'est bon pour un temps, hein, vous allez gagner de l'argent, ça va vous encourager, mais sur le long terme, vous n'allez pas durer. Parce que n'oubliez pas, money management, c'est pour durer dans le long terme ou sur le long terme. Et ensuite, vous avez l'averaging down, qui est quoi? Qui consiste à tout simplement ajouter sur des pertes ajouter sur des pertes subventionne une erreur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a des personnes par exemple et tout, je vais vous donner une phrase qui peut potentiellement vous faire réfléchir, mais en fait, le jour où moi j'ai perçu les choses comme ça, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. En fait, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le trader, il est beaucoup plus apte à laisser couler une perte qu'à laisser couler un gain. Parce que la douleur d'accepter une perte est beaucoup plus forte que la satisfaction de prendre un profit sur le marché. Vous pouvez avoir par exemple 200 $ sur votre compte et vous prenez une position, les coûts sont en train d'aller contre vous. Et vous êtes à moins 50 $ par exemple. Vous commencez à rentrer à moins même 80 $. Vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire que le marché reviendra tôt ou tard dans votre direction parce que vous ne pouvez pas accepter de perdre 80 $ sur un compte de 200. Oui, vous n'avez pas mis de limite, donc vous êtes dans une très grosse perte. Du coup, mentalement, vous dites, autant j'attends que le cours aille dans ma direction parce que si jamais je sors là, j'aurais fait 80% de perte. Comment je vais récupérer ça de manière très rapide? Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est très compliqué à accepter cette perte-là. Donc, du coup, vous allez continuer à vous enfoncer. Vous allez continuer même potentiellement même à rentrer encore en position. Là, quand vous voyez que plus ça va en perte, plus vous rentrez encore en position. Plus ça va en perte, plus vous rentrez encore en position parce que vous vous dites que finalement, si jamais ça commence à aller dans ma direction, je vais, commencer par gagner de l'argent et tout. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? En cas de gain, lorsque vous avez par exemple 200 $ et que vous commencez à gagner 50 $ et tout sur le compte, vous êtes tenté de vite clôturer le gain. Ou vous êtes tenté, par exemple, lorsque vous arrivez déjà à faire une plus-value de 50% ou de 80% ou même de 100%, allez, hop, on peut clôturer, on est directement parti. Et tout. Pourquoi? Parce que, en fait, la satisfaction d'avoir un gain n'est pas aussi puissante que l'amertume et la douleur de ressentir une perte. Généralement, c'est comme ça, surtout pour les débutants, jusqu'à ce que le pauvre trader arrive à comprendre que les pertes font partie intégrante du jeu et le but ici n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de suivre sur le long terme. Donc, c'est ça, en fait, qui sont des points qui sont super intéressants. Et on va parler maintenant de l'erreur de l'effet de levier. En fait, il faut savoir que l'effet de levier est un multiplicateur. Okay? Un multiplicateur qui va venir en fait donner un peu plus de puissance à votre compte. Je vous donne un exemple simple. Lorsque vous ouvrez un compte sur un broker, donc je vais donner un broker XT par exemple. Donc vous ouvrez votre compte sur le broker XT. XT va vous proposer le type d'effet de levier que vous voulez. Il va vous proposer, est-ce que vous voulez un compte avec un effet de levier de 1 pour 100, un effet de levier de 1 pour 200 ou un effet de levier de 1 pour 500. Lorsqu'il vous propose ça, il faut juste savoir que ça veut tout simplement dire une chose. Plus l'effet de levier est élevé, plus vous pouvez prendre du risque sur votre compte. C'est tout ce qu'il faut retenir ça. Ça veut dire quoi? Si par exemple vous prenez un compte avec un effet de levier de 100, de 1.100, vous pouvez même avoir 1000 $ sur votre compte, mais vous n'aurez pas la possibilité de prendre des lots qui sont trop élevés. C'est-à-dire que le broker a mis des limites, des restrictions
sur le compte qui vont vous permettre en fait de peut-être mieux vous discipliner, qui vont vous permettre de ne pas vite cramer votre argent, qui vont vous permettre d'être un peu plus safe sur les lieux. Mais si jamais vous ouvrez un compte par exemple avec un effet de levier de 1.500, vous aurez la possibilité par rapport ou comparativement à l'effet de levier de 1.100, vous aurez la possibilité de prendre plus de positions, donc la possibilité de prendre plus de risques. Quelque chose qui est assez intéressant à savoir. Alors il y a des effets de levier qui vont même jusqu'à 1.1000. Par exemple, vous pouvez même avoir des effets de levier qui vont jusqu'à 1.2000 ou même 1.10000 à des moments donnés. C'est abusé. Franchement, lorsque vous avez des effets de levier, par exemple des effets de levier sur le compte des indices synthétiques, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Et c'est ça qui fait la potentialité de gain phénoménal pour les personnes qui maîtrisent et la potentialité de perte rapide et phénoménale pour les personnes qui ne maîtrisent pas. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir au niveau de l'effet de levier. Alors, il y a ce qu'on va appeler aussi les soldes négatifs. Donc les soldes négatifs, c'est quoi? Il faut comprendre ici que sur les comptes ultra levier, certains brokers retirent la protection contre le solde négatif. Plus l'effet de levier que vous allez prendre sur votre compte sera élevé, plus il a de fortes chances que le broker enlève la protection de compte négatif. Et c'est quoi la protection sur le compte négatif? Imaginons que, comment dirais-je, vous avez $100, vous avez $10 sur votre compte. Vous avez tradé jusqu'à, il ne vous reste que $10 sur votre compte. Et que vous prenez une position. Maintenant, le moment où vous prenez la position, il y a un slippage, où il y a, comment dirais-je, une forte tendance, ou une forte annonce économique, ou un fort gap qui se produit devant le marché, qui devait faire que normalement, par exemple, vous avez pris un buy. Dans le buy, vous l'avez ouvert là. Votre stop loss, vous avez mis ça ici. Et votre T-profit, vous avez mis ça là. Donc ça, c'est mon TP. Et ça, c'est mon SL. Imaginons que c'est comme ça que vous avez fait ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que dès que vous prenez la position, il y a un slippage, ou il y a un gap qui se produit et le marché fait un mouvement violent vers la taille du stop loss et va clôturer la position, par exemple, ici. Normalement, les coûts étaient censés vous sortir ici et vous faire une perte de $10. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la perte peut continuer et vous allez vous retrouver peut-être avec une perte de moins $15. Alors que vous n'avez même pas $15 sur votre compte. Ok? Vous avez juste $10 sur votre compte. Comment se fait-il que vous avez perdu $15? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, les $5 restant sur les $10 que vous avez perdu et tout, ce qui fait que au total, vous aurez perdu 15. En fait, les $5 vont s'afficher en solde négatif. C'est pour cela que vous aurez des comptes de trading de certaines personnes qui sont en négatif. Donc, ça veut dire que si jamais vous devez faire un autre dépôt pour commencer à trader, vous avez déjà $5 à rembourser au broker avant de continuer. Alors, en fait, c'est normal, c'est quelque chose qui est complètement normal, mais c'est quelque chose qui a longtemps été évité parce qu'on appelle la protection contre les soldes négatifs. Sauf que cette protection contre les soldes négatifs sur votre compte est sensiblement, est potentiellement enlevable lorsque vous avez un compte avec un effet de levier élevé. Parce que si vous avez un effet de levier élevé, c'est supposé que vous êtes un professionnel. Donc, vous savez ce que vous faites. Donc, vous n'avez pas besoin de protection sur votre compte. C'est des choses qui sont très importantes à vérifier d'abord. Alors, au niveau de la règle PK, moi, je vous ai donné pas mal de conseils ici. Je vous en ai donné 10 conseils qui sont assez robustes, qui vont vraiment vous aider à vraiment mieux vous discipliner au niveau de votre gestion de risque. Le premier conseil, c'est quoi? C'est de toujours raisonner en pourcentage. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Donc, voilà. Donc, nous, on regarde en risque relatif. Il faut regarder en risque relatif. C'est très important. Donc, raisonnez toujours en termes de pourcentage. Pas en termes de dollars. Je vais plutôt dire en termes de dollars ou en termes de lots et tout ça. Donc, raisonnez en termes de pourcentage. Vérifiez les spécifications du contrat, c'est-à-dire avant de créer votre compte sur votre broker, vérifiez toujours toutes les informations là. Vérifiez toujours. Parce que vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises et vous n'allez pas comprendre comment vous arrivez à cramer vos comptes aussi rapidement. Ensuite, vous avez ici le fait d'ajuster la taille de votre risque à la volatilité du marché. Le fait de fixer une perte maximale par jour. Donc ça va vraiment vous sauver. Donc posez un drawdown journalier, un drawdown général, un drawdown hebdomadaire, c'est à vous de voir. N'ajoutez jamais sur un trade perdant. Alors ici, je vais être un peu, comment dirais-je, je vais pas donner ce conseil-là de manière drastique parce que moi aussi, il m'arrive qu'à des moments donnés, je peux prendre un trade et le trade, il est en perte. Et là, je rajoute certaines positions. Mais ça, c'est si et si uniquement je l'avais prévu à la base. Parce qu'à des moments donnés, on a des stop loss qui sont très grands. Donc, imaginons, moi, j'ai ma pattern qui est sortie ici. Mon stop loss, il est très grand alors que je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre sur la position. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste prendre quelques positions d'abord. Et si jamais le coup commence à aller dans ma direction et à aller contre moi, bah, je peux rajouter d'autres trades.
Et là, à partir de ce moment-là, c'est plus la même chose. Mais si par exemple, vous avez déjà calculé, hein, vous êtes déjà réglo, vous avez déjà pris vos positions, tout le calcul a déjà été fait et bien adapté à votre capital et que vous vous retrouvez à rajouter des positions parce que les coûts sont en train d'aller contre vous, écoutez, ça déjà, c'est le manque d'acceptation de la situation et ça ne va faire que vous enfoncer une nouvelle fois dans une série consécutive de pertes. Mon prochain conseil pour vous, c'est de calculer la valeur du point avant chaque trade. Personnellement, il y a des gens qui utilisent des outils, ça peut être des indicateurs, ça peut être des robots pour pouvoir faire des calculs rapidement pour savoir combien ils vont gagner, combien ils vont perdre. Mais moi, personnellement, ce qui m'a sauvé la vie dans mon trading, ce qui m'a sauvé vraiment la mise et qui fait que je maîtrise très bien quand je prends des petits comptes, c'est que j'ai appris le lot size manuellement. J'apprends à vite faire des calculs mentaux. Ok, alors que bon, je sais pas que j'ai toujours été super bon dans les maths, non. Mais pour mon trading, je me suis discipliné à apprendre réellement comment le lot size fonctionne et à le maîtriser. Alors, ici, il faut toujours intégrer les frais dans vos calculs, dans votre ratio. Tout ça, il faut calculer. Il faut maîtriser l'effet de levier, donc les dangers et les usages excessifs qui peuvent représenter tout simplement un danger pour vous. Séparer votre capital en différents compartiments. Donc moi, par exemple, j'ai deux comptes. Un compte qui est un tout petit compte sur lequel je prends des risques, voilà, à des moments donnés et tout. Et mon compte principal qui est un très grand compte que je suis en train de monter progressivement. Je vais chercher peut-être juste à faire du 10%, juste à faire du 20% et tout ça. Alors que sur le petit compte, je peux chercher peut-être à faire du 400% sur un trade une fois en passant. Donc il faut se diversifier et il faut protéger votre capital avant votre ego. On n'est pas les rois du marché. Le plus important pour nous, c'est de rester sur le long terme. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de terminer toute cette formation parce que je pense qu'on en a déjà parlé de tout ça. Pour faire une petite synthèse finale, je dirais tout simplement que la clé de la maîtrise ici, c'est de savoir quoi. Transformer un hedge, une seconde. Transformer un hedge technique en compte durable repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est qu'il faut connaître la valeur exacte du point. Il faut intégrer les frais dans son expérience. Il faut calibrer le pourcentage, le risque en pourcentage. Et il faut adapter la taille à la volatilité du marché ou à différents critères. Le marché récompense la prudence. Le marché récompense le prudent qui mesure et pas le courageux qui ignore. Bon, ça, c'est vraiment une phrase qui est, comment dirais-je, assez énorme et tout ça. Mais il faut savoir que le trading, vraiment, c'est un métier tellement vaste. À un moment donné, il y a des gens qui vont prendre des risques démesurés. Ils vont faire des millions de dollars, ils vont faire des centaines de milliers d'euros. Mais ils vont plus jamais être capables de recommencer la même chose parce que le marché va leur enseigner que, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous gardez-vous toujours en tête que le but ici, c'est de durer sur le long terme. Et aussi, le but, c'est de s'adapter correctement avec tout ce qui a déjà été partagé. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette formation. Ça a été un plaisir pour moi de partager toutes ces connaissances avec vous. C'était Emmanuel Krajak qui vient de présenter par le biais de PK Market Vision la formation intégrale sur The Money Management. Voilà. Et j'espère que vous avez beaucoup appris de cette formation. Vous avez appris énormément de choses. Si vous avez reçu cette formation, que ce soit gratuitement ou que vous l'avez voilà, et tout eu d'une certaine manière gratuitement, n'hésitez pas en fait à la partager gratuitement aussi. Ça ne me dérange absolument pas et tout. Le but ici, c'est d'éduquer, de rééduquer énormément de personnes sur les enjeux de la maîtrise de la gestion de risque. Ça a été un plaisir pour moi de faire ce partage avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à mes différentes chaînes, que ce soit sur YouTube, Instagram et tout ça. Ça donne de la force pour continuer à vous partager pas mal de connaissances. N'hésitez pas à laisser toujours votre avis sur la qualité et le contenu de cette formation, que ce soit sur Trustpilot et tout ça. Ça fait toujours aussi plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente carrière de trader. Et je vous souhaite vraiment plein de succès dans ce beau métier qui est pour moi le meilleur métier au monde. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette formation. On se retrouve à la prochaine.